Chapitre 1. Le portrait oublié. L'odeur de pain et de terre humide imprégnait tout dans les territoires du Nord. Les murs de pierre de l'antique château, les lourdes tentures qui repoussaient le froid des montagnes, les cheveux dorés de ma fille tandis qu'elle pressait son petit visage contre la fenêtre du corridor, observant les loups courir à travers la forêt en contrebas. Je pouvais même la sentir sur ma propre peau, peu importe le nombre de fois où je me frottais dans les quartiers des domestiques. La marque indéniable d'un lieu qui ne voulait pas de nous ici. Maman, pourquoi est-ce que leurs yeux brillent comme ça? Chuchota Emma, son souffle embuant le verre. Elle n'avait que 6 ans, avec des cheveux couleur de blé d'été et des yeux trop curieux pour son propre bien. Mes yeux, disaient les gens, même si j'aurais préféré qu'elle hérite de la capacité de son père à rester invisible. Parce qu'ils sont différents de nous, ma chérie, murmurai-je en la tirant doucement en arrière depuis la fenêtre. Mes mains tremblaient légèrement tandis que j'ajustais sa robe bleue usée, lissant un tissu qui avait été rapiécé trop de fois. Nous devrions retourner aux cuisines. Madame Karen n'aime pas quand nous nous égarons. Mais Emma avait déjà repéré autre chose. Une porte légèrement entr'ouverte au bout du couloir, déversant une lumière dorée de lampe à travers le sol de pierre sombre. Avant que je puisse l'arrêter, elle s'était glissée hors de ma prise et s'était précipitée vers elle, avec cette curiosité intrépide qui me terrifiait constamment. Emma, non, sifflai-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Nous étions des servantes ici, des servantes humaines dans un château rempli de loups qui pouvaient nous briser en deux sans une seconde pensée. 3 mois que nous vivions dans ces montagnes nordiques glaciales, acceptant n'importe quel travail que nous pouvions trouver après avoir fui les provinces orientales. 3 mois à garder nos têtes baissées, nos voix douces, notre présence aussi petite que possible. Les mots de ma mère résonnaient dans mon esprit, la dernière chose qu'elle m'avait dite avant de mourir. Là où il n'y a pas de chemin, trace un avec la bonté. Là où il n'y a pas d'espoir, plante des graines de compassion. Les murs les plus solides ne tombent pas face à la force, mais face à une main douce qui refuse de frapper en retour. Elle avait été guérisseuse dans un petit village, aimée de tous ceux qui la connaissaient. J'avais hérité de ses cheveux clairs et supposément de son don pour apaiser les autres. Bien que je ne me sois jamais senti particulièrement doué pour quoi que ce soit, sinon survivre. Le médaillon autour de mon cou, son médaillon, simple argent avec une minuscule fleur pressée à l'intérieur, pesait lourd tandis que je me dépêchais de suivre ma fille. C'était tout ce qui me restait de la vie d'avant. Avant que mon mari ne meure dans les guerres territoriales, avant que nous devenions des réfugiés, avant que j'apprenne que les humains sans protection de mode valaient moins que rien dans ce monde de lignées anciennes et de hiérarchies surnaturelles. Emma avait déjà poussé la porte. Je l'attrapais avant qu'elle ne puisse se refermer, mon cœur tambourinant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. La pièce au-delà me coupa le souffle. C'était une galerie de portraits. Des murs tapissés de tableaux remontant à ce qui devait être des siècles. Des alphas, réalisai-je, chacun plus imposant que le précédent. Des huiles sombres capturaient des hommes et des femmes aux yeux qui semblaient suivre les mouvements, avec des expressions de pouvoir qui me donnaient envie de m'incliner même devant leur forme peinte. La pièce sentait le vieux bois, le cuir, et quelque chose d'autre, quelque chose de sauvage et d'indomptable qui faisait se dresser les poils sur mes bras. Emma, nous ne pouvons pas être ici, dis-je avec urgence en tendant la main vers la sienne. Ceci est la galerie privée de l'Alpha. Maman, regarde. Elle pointait quelque chose du doigt, son petit doigt tendu vers un portrait qui pendait légèrement à l'écart des autres. Pas un alpha cette fois, mais une femme, jeune, peut-être de mon âge, avec des cheveux clairs qui captaient la lumière de la lampe et des yeux qui contenaient à la fois tristesse et force. Elle portait une robe simple, rien de comparable aux tenues d'apparat des autres portraits. Et autour de son cou, ma main vola jusqu'à ma propre gorge, jusqu'au médaillon qui y reposait. La femme dans le tableau portait le même. Elle te ressemble, maman, dit Emma, sa voix pleine d'émerveillement. Tu vois, les mêmes jolis cheveux, le même collier. C'est grand-mère? Le sol sembla basculer sous mes pieds. C'était impossible. Ma mère n'avait jamais quitté notre village, n'avait jamais voyagé dans les territoires du Nord, n'avait jamais. Mais la ressemblance était indéniable. Pas seulement le médaillon, bien que cela seul fût impossible. Il avait été dans notre famille pendant des générations.
mais quelque chose dans les yeux, la forme du visage, la manière dont l'artiste avait capturé une qualité de douceur déterminée que je voyais dans mon propre miroir. Qui êtes-vous? La voix venait de derrière nous, profonde et froide comme les ruisseaux de montagne à l'extérieur. Et pourquoi êtes-vous dans ma galerie privée? Je pivotais, poussant Emma derrière moi instinctivement. L'homme qui remplissait l'embrasure de la porte était exactement ce à quoi je m'attendais, et d'une certaine manière pire. Assez grand pour qu'il doive se pencher légèrement sous le cadre, avec des cheveux sombres qui tombaient jusqu'à ses épaules et des yeux qui brillaient littéralement d'une lumière ambrée dans la pièce sombre. Il portait des vêtements simples, noirs et bien ajustés, mais le pouvoir rayonnait de lui comme la chaleur d'un feu. C'était l'alpha suprême lui-même, souverain des territoires du Nord, le loup dont le nom même faisait se signer les humains et baisser leur voix, Sebastian Ravencroft. Je ne l'avais vu qu'une seule fois auparavant, de loin, lors de la cérémonie d'accueil du nouveau personnel. Il avait semblé plus mythe qu'homme alors, distant et intouchable. Maintenant, à quelques pas seulement, je pouvais sentir le poids de sa présence pressée contre moi comme une force physique. Chaque instinct hurlait en moi de courir, d'attraper Emma et de fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. « Je suis tellement désolé, Votre Majesté », réussis-je à dire, ma voix sortant stable malgré la terreur qui me parcourait. Je m'inclinais dans la révérence maladroite que j'avais pratiquée, gardant Emma cachée dans mes jupes. Nous ne voulions pas faire intrusion. Ma fille était curieuse, et j'aurais dû mieux la surveiller. Cela ne se reproduira pas. Ses yeux, ses impossibles yeux ambrés, se déplacèrent de moi vers Emma, qui avait jeté un coup d'œil depuis derrière ma robe avec son intrépidité caractéristique. Pendant un long moment, il ne dit rien. Il se tenait simplement là, rayonnant de cette immobilité terrible que les prédateurs ont avant de frapper. Puis son regard se déplaça au-delà de nous vers le portrait sur le mur. Quelque chose changea dans son visage. La froideur se fissura juste une seconde, remplacée par quelque chose que je ne pouvais nommer. Le choc, peut-être, ou la reconnaissance, ou la douleur. Sa mâchoire se serra, et quand il me regarda à nouveau, il y avait une nouvelle intensité dans son regard qui me coupa le souffle. « Où avez-vous obtenu cela ?» demanda-t-il calmement, hochant la tête vers mon cou. Ma main se porta automatiquement au médaillon. C'était celui de ma mère, et celui de sa mère avant elle. Il est dans ma famille depuis. Quel était le nom de votre mère? La question vint tranchante comme une lame. Catherine, chuchotai-je, la confusion se mêlant à ma peur. Catherine Ashford. Mais elle est morte il y a 2 ans dans « Sortez ». Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure, mais elle portait un tel commandement que j'attrapais la main d'Emma et commençai à bouger immédiatement. « Vous deux, maintenant ». Nous fîmes 3 pas avant que la petite voix d'Emma ne s'élève, intrépide d'une manière qui à la fois m'horrifiait et m'émerveillait. « Mais monsieur, pourquoi est-ce que le portrait de ma maman est sur votre mur? » Je me figeai. Chaque muscle de mon corps hurlait de continuer à avancer, d'éloigner ma fille du roi loup, dont les mains avaient commencé à trembler légèrement sur ses flancs. Mais je ne semblais pas pouvoir faire fonctionner mes pieds. Sebastian Ravencroft fixait ma fille avec une expression que je n'avais jamais vue sur le visage de quiconque auparavant. Comme s'il regardait un fantôme, un souvenir, une question dont la réponse pourrait le détruire. Quand il parla à nouveau, sa voix était rauque, presque brisée. « Ce n'est pas le portrait de votre mère. » Ses yeux trouvèrent les miens, et en eux je vis quelque chose qui fit s'arrêter mon cœur. Reconnaissance, désir, et un chagrin si profond qu'il semblait sans fond. C'est mon âme sœur, ma Luna, la femme qui a disparu il y a 26 ans, enceinte de 3 mois de mon héritier. Le monde sembla cesser de tourner. 26 ans, 3 mois de grossesse. Ma mère avait toujours été évasive au sujet de mon père, au sujet d'où elle venait avant d'apparaître dans notre village avec une fille nouveau-née et aucun passé qu'elle était disposée à discuter. J'avais supposé qu'il y avait eu de la honte là-dedans. Peut-être une liaison avec un homme marié. Peut-être quelque chose de pire. Mais ceci, c'est impossible, soufflai-je. Mais même en le disant, je faisais les calculs, voyant les pièces tomber en place comme un puzzle dont je n'avais jamais su qu'il existait. Le médaillon. La ressemblance. La façon dont ma mère m'avait toujours averti de rester loin des territoires du Nord,
de ne jamais laisser quiconque aux yeux dorés me regarder de trop près. La façon dont elle m'avait fait promettre sur son lit de toujours porter le médaillon, de ne jamais dire à personne d'où nous venions. Certains secrets sont gardés non pas parce qu'ils sont honteux, mais parce qu'ils sont dangereux, m'avait-elle dit, sa main serrant la mienne avec une force surprenante. Promets-moi que tu garderas le tien en sécurité, Isla. Promets-moi que tu ne les laisseras jamais te trouver. Sébastien fit un pas en avant et je reculai instinctivement, tirant Emma avec moi. Mais il ne me regardait plus avec une intention prédatrice. Il me regardait comme un homme regarde un miracle auquel il ne croit pas tout à fait. Votre âge, dit-il d'une voix rauque, dites-moi votre âge. 26 ans, chuchotai-je. J'ai eu 26 ans le printemps dernier. Le son qu'il émit était à peine humain, quelque chose entre un grondement et un sanglot. Sa main tendue, tremblante vers mon visage, puis retomba. Catherine, souffla-t-il. Elle s'appelait Catherine, mais son vrai nom était Catherine Blackthorne. Elle était... Sa voix se brisa. Elle était tout, et ils m'ont dit qu'elle était morte. Après sa disparition, ils ont trouvé sa robe déchirée et ensanglantée près de la rivière, trouvé des signes de lutte. Ils m'ont dit qu'elle avait été prise par des loups renégasses, que ni elle ni l'enfant n'auraient pu survivre. La main d'Emma serra fort la mienne. Je pouvais la sentir me regarder. Pouvais sentir la question se former en elle, alors que mon propre esprit luttait pour traiter ce qu'il disait. « Votre Majesté », commençai-je, mais il me coupa d'un geste brusque. « Sébastien », dit-il rudement, « si elle... » Il semblait incapable de finir aucune phrase, sa légendaire maîtrise complètement brisée. Le médaillon. Puis-je le voir? Chaque instinct me disait de refuser, d'attraper Emma et de courir aussi vite et aussi loin que nous le pouvions. Mais il y avait quelque chose dans son visage, un espoir désespéré qui appelait la partie compatissante de moi que ma mère avait nourrie si soigneusement. Avec des mains tremblantes, je détachai le médaillon et le tendis. Il le prit comme s'il pouvait se désintégrer à son toucher, l'ouvrant avec un soin révérencieux. À l'intérieur, pressé entre deux morceaux de verre, se trouvait une minuscule fleur violette. Akonitlou des montagnes avait appelé ma mère, bien qu'elle ne m'ait jamais dit pourquoi elle la gardait. Sébastien la fixa longuement, et quand il leva les yeux, il y avait des larmes qui coulaient sur son visage. « Je lui ai donné ceci », chuchota-t-il, la nuit où je lui ai demandé sa main. Je lui ai dit que même cette fleur empoisonnée avait son but, que même les choses que le monde craignait pouvaient être belles. Elle a ri et a dit que je parlais de moi-même. Un son brisé s'échappa de lui. Elle la portait chaque jour. Les implications s'abattaient sur moi comme des vagues, chacune plus impossible que la précédente. Si ce qu'il disait était vrai, si ma mère avait été son âme sœur, sa Luna, si elle avait été enceinte quand elle avait disparu, alors cela signifiait... Non, dis-je en secouant de la tête. Non, ce n'est pas possible. Ma mère était humaine. Je suis humaine. Nous ne pouvons pas... Votre fille, interrompit Sébastien, ses yeux se déplaçant vers Emma avec une intensité soudaine et féroce. Quel âge a-t-elle? 6 ans, dis-je automatiquement, puis réalisai ce qu'il demandait. Mais elle est humaine aussi. Son père était humain. Il n'y a rien. Montrez-moi son acte de naissance, le nom de son père. Je sentis le sang se retirer de mon visage. Il n'y avait pas d'acte de naissance. Pas un vrai. Le père d'Emma, mon David, était mort 6 mois avant sa naissance. Tué dans une escarmouche frontalière qui avait coûté tant de vies humaines qu'elle avait à peine fait les nouvelles. Quand Emma était née, quand j'avais vu ses cheveux dorés et la façon dont ses yeux captaient parfois étrangement la lumière, je m'étais dit que j'imaginais des choses. Je m'étais dit qu'elle n'était qu'une belle petite fille normale. Mais il y avait eu des moments. Des fois où elle guérissait trop rapidement de genoux écorchés, où elle savait des choses qu'elle ne devrait pas savoir, où je la surprenais à parler aux animaux comme si elle s'attendait à ce qu'ils répondent. Des fois où je sentais le médaillon de ma mère devenir chaud contre ma peau et me souvenais d'avertissements que j'avais été trop jeune pour comprendre. Sébastien me regardait, et je vis le moment où il lut la vérité dans mon silence. Ses yeux s'élargirent, et il regarda Emma avec un tel désir nu que cela fit mal à ma poitrine. « Combien c'est-elle » demanda-t-il calmement. « Rien » dis-je fermement. « Elle ne sait rien parce qu'il n'y a rien à savoir. Nous sommes des servantes ici, Votre Majesté. Nous essayons juste de survivre. »
Quoi que vous pensiez, je ne pense pas, interrompit-il, sa voix gagnant en force. Je sais, vous êtes ma fille, Isla, la fille de Catherine. Ce qui fait d'Emma, il regarda mon enfant avec quelque chose comme de la révérence. Emma est ma petite fille, l'héritière de mon héritière. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une sentence de mort. Parce que s'il avait raison, si tout ceci était réel, alors notre simple existence dans l'ombre était terminée. Et j'en avais assez appris sur la politique de meute en 3 mois pour savoir que les héritiers étaient des atouts, des outils, des pions dans des jeux joués par des loups qui voyaient les humains comme des proies. Chapitre 2. Les lettres du passé. Nous devrions partir, dis-je en tendant la main vers le médaillon. Mais Sébastien referma sa main autour de lui et autour de la mienne. Son toucher était chaud et doux malgré sa force. « S'il vous plaît, dit-il, et le besoin brut dans ce seul mot me fit hésiter. Ne fuyez pas, pas comme elle l'a fait. Laissez-moi, il déglutit avec difficulté. Laissez-moi expliquer, laissez-moi vous parler de votre mère, de ce qui s'est passé, de pourquoi. Un hurlement fendit la nuit à l'extérieur, long et mélancolique. Tout le corps de Sébastien se tendit, sa tête se tournant brusquement vers la fenêtre. Quand il nous regarda à nouveau, il y avait de l'urgence dans ses yeux. « Quelqu'un arrive, dit-il rapidement. Le conseil, ils ne peuvent pas vous voir ici, ne peuvent pas me savoir ceci. Pas encore. Il pressa le médaillon dans ma main. Retournez à vos quartiers, ne dites rien à personne. Je vous enverrai chercher demain. Quand... Mais Emma s'était raidie à côté de moi, sa petite main écrasant la mienne. Quand je baissais les yeux, ses yeux avaient changé. Ils brillaient de la même lumière ambrée que ceux de Sébastien, lumineux et sauvages dans la galerie sombre. « Maman, chuchota-t-elle, sa voix étrange et distante. Maman, ils viennent pour nous, les méchants. Ils nous attendaient pour être trouvés, et en cet instant, alors que je regardais les yeux de ma fille briller d'une lumière impossible, alors que je sentais la vérité de mon héritage s'installer sur moi comme un linceul, alors que Sébastien Ravencroft nous regardait avec la férocité protectrice d'un loup qui venait juste de retrouver sa meute perdue, je sus que les avertissements de ma mère étaient arrivés trop tard. Nous avions été trouvés. Et plus rien ne serait jamais pareil. Les quartiers des domestiques sentaient le savon de lessive et le désespoir. 30 femmes entassées dans un espace prévu pour la moitié de ce nombre, dormant sur des couchettes étroites avec des couvertures trop fines pour le froid des montagnes. Emma et moi partagions le coin, celui que personne d'autre ne voulait parce qu'il était le plus proche de la fenêtre pleine de courants d'air. Mais je le préférais. Au moins ici, je pouvais voir les étoiles. Pouvais prétendre pendant un moment que nous étions ailleurs, quelque part en sécurité. Mais cette nuit, le sommeil ne venait pas. Emma s'était finalement endormie il y a 1 heure, recroquevillée contre mon flanc avec son pouce dans la bouche, une habitude qu'elle avait abandonnée à 4 ans, mais qui revenait chaque fois qu'elle avait peur. Ses yeux avaient cessé de briller au moment où nous avions quitté la galerie, s'estompant jusqu'à leur bleu-vert normal, et elle s'était accrochée à moi tout le chemin du retour, silencieuse d'une manière qui me terrifiait plus qu'aucune crise de larmes n'aurait pu le faire. Ils viennent pour nous, les méchants. Les enfants ne disaient pas de telles choses. Les fillettes de 6 ans ne prédisaient pas le danger avec une telle certitude, n'avaient pas des yeux qui brillaient comme ceux des loups. Mais alors encore, si Sébastien avait raison, si ma mère avait vraiment été son âme sœur, si je portais du sang de loup malgré mon incapacité à me transformer, alors Emma n'était pas juste une enfant. Elle était quelque chose d'autre entièrement. Quelque chose pour lequel le monde n'était pas prêt. Je touchais le médaillon à ma gorge, sentant sa forme familière. 26 ans, ma mère avait gardé ce secret. 26 ans à regarder par-dessus son épaule, à déménager chaque fois que quelqu'un posait trop de questions, à m'enseigner à être invisible, insignifiante, oubliable. Et j'avais pensé qu'elle était juste paranoïaque, une veuve traumatisée protégeant sa fille d'un monde cruel. Mais elle me protégeait de quelque chose de bien plus spécifique. Là où il n'y a pas de chemin, tracez-en un avec la bonté, m'avait-elle dit. Avait-elle été bonne quand elle s'était enfuie? Sébastien avait-il été cruel? Je ne pouvais pas réconcilier l'homme brisé que j'avais vu ce soir avec le monstre dont ma mère avait dû fuir. À moins qu'elle n'ait pas fui de lui du tout, mais de quelque chose ou quelqu'un d'autre. Un coup doux à la porte me figea. Il était passé minuit. Personne ne frappait au quartier des domestiques à cette heure,
À moins qu'il n'y ait une urgence ou Isla Ashford. La voix était féminine, cultivée, avec une pointe qui suggérait qu'elle n'avait pas l'habitude d'être faite attendre. L'Alpha suprême demande votre présence dans son bureau, immédiatement. Autour de moi, les autres femmes remuèrent, certaines s'asseyant pour fixer. Madame Karen, la gouvernante en chef qui avait clairement fait savoir qu'elle me considérait, Emma et moi, à peine dignes de la peine de nous employer, plissa les yeux depuis sa couchette près de la porte. Le roi ne demande pas les domestiques à minuit, dit-elle sèchement. Qu'as-tu fait, petite? Ma bouche devint sèche. Ne dites rien à personne, avait ordonné Sébastien. Mais refuser une convocation directe serait pire que n'importe quelle rumeur. Je ne sais pas, madame, dis-je calmement, avec précaution, m'extrayant de l'étreinte d'Emma. Ma fille émit un petit son de protestation, mais ne se réveilla pas. J'irai le découvrir. Je surveillerai l'enfant, dit Karen, son ton rendant clair que c'était une imposition. Mais si tu as apporté des ennuis à cette maison, ne pense pas que ton joli visage te sauvera d'être jeté dehors. Je hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix, et suivis la femme qui avait frappé. Une louve, réalisai-je, notant la grâce dans ses mouvements, la façon dont ses yeux reflétaient la lumière de la lampe. Elle était vêtue de l'uniforme formel de la garde personnelle du roi, tout cuir noir et armes à peine dissimulées. Nous marchâmes à travers des couloirs que je n'avais fait que nettoyer, jamais parcourus. Le château se révélait par couches, les zones de travail où les humains frottaient et cuisinaient et accomplissaient le travail invisible qui maintenait l'endroit en fonctionnement, puis les espaces formels où les loups conduisaient leurs affaires. Et finalement, alors que nous grimpions un escalier en spirale qui semblait monter indéfiniment, les quartiers privés où seuls les membres de la meute de plus haut rang résidaient. La garde s'arrêta devant une lourde porte en bois sculptée de loups dans diverses poses, chassant, hurlant, protégeant leurs petits. Elle frappa 2 fois, puis l'ouvrit sans attendre de réponse. L'humaine, votre majesté, dit-elle, son ton neutre mais ses yeux curieux alors qu'ils oscillaient entre Sébastien et moi. Merci, Maya, vous pouvez partir. Sébastien se tenait à côté d'un bureau massif couvert de papiers et de cartes, un verre de liquide ambré dans la main. Il semblait plus vieux qu'il ne l'avait été quelques heures auparavant, plus las, comme si notre rencontre avait drainé quelque chose d'essentiel de lui. Et Maya, personne ne parle de ceci. Sur mon autorité. La garde s'inclina et partit, fermant la porte derrière elle avec un clic doux qui sonnait terriblement définitif. Pendant un long moment, Sébastien et moi nous regardâmes simplement. Dans la lumière de la lampe, je pouvais voir des détails que j'avais manqués auparavant. L'argent tissé à travers ses cheveux sombres, les cicatrices sur ses mains, le poids qu'il portait dans la posture de ses épaules. C'était un homme qui avait régné pendant des décennies, qui avait survécu à des défis et des guerres que je ne pouvais imaginer. Et selon lui, il était mon père. La pensée fit quelque chose se tordre douloureusement dans ma poitrine. « Asseyez-vous, dit-il finalement, gesticulant vers une chaise près de la cheminée. S'il vous plaît, je sais que vous devez avoir peur, mais je vous donne ma parole, mon serment sacré, qu'aucun mal ne viendra à vous ou à votre fille tant que vous serez sous ma protection. » Je m'assis parce que mes jambes tremblaient, pas parce que je lui faisais confiance. « Pourquoi m'avez-vous convoqué? » Vous avez dit demain. Je ne pouvais pas attendre. Il se déplaça vers l'autre chaise, s'asseyant lourdement. Toute la soirée, j'ai passé en revue les anciens registres, la correspondance, tout ce qui pourrait me dire ce qui s'est passé il y a 26 ans. Et j'ai trouvé quelque chose. Il tira un dossier du bureau derrière lui, l'ouvrit pour révéler des papiers jaunis couverts d'une écriture élégante. Des lettres de votre mère, cachées dans des endroits que seule elle aurait su chercher. Mon souffle se coupa. Des lettres à qui? À vous. Sa voix était rauque d'émotion. Écrites dans les mois avant sa disparition. Elle ne les a jamais envoyées, évidemment, mais elle les a écrites quand même. Comme si elle savait. Il s'arrêta, dégluti avec difficulté. Comme si elle savait qu'elle ne serait pas là pour vous le dire elle-même. Il tendit une page et avec des mains tremblantes, je la pris. L'écriture était celle de ma mère. Je la reconnaîtrais n'importe où, bien qu'elle soit plus jeune ici, moins prudente. Ma très chère fille, si tu lis ce que si, alors j'ai échoué à te garder en sécurité. Et pour cela, je suis tellement désolé. Il y a des choses que tu dois savoir, des vérités que j'ai cachées,
Parce que la connaissance elle-même peut être une sentence de mort dans un monde gouverné par les loups. Ton père est Sebastian Ravencroft, alpha suprême des territoires du Nord. Je l'ai aimé avec un désespoir qui me terrifiait, et il m'a aimé de la même façon, ou du moins je le croyais. Mais l'amour parmi les loups est compliqué par la politique, par des lois anciennes, par des conseils qui voient les âmes sœurs humaines comme une faiblesse plutôt qu'une force. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte de toi, j'ai été la plus heureuse que j'ai jamais été. Mais ce bonheur n'a duré que 3 jours. Le quatrième jour, j'ai entendu une conversation que je n'étais jamais censé entendre. Des membres du conseil discutant de comment éliminer le problème humain avant qu'il ne puisse produire un héritier. Discutant de comment faire en sorte que cela ressemble à un accident, une tragédie, une attaque de renégats que personne n'aurait pu prévenir. Ils prévoyaient de nous tuer, ma chérie. Toi et moi, toutes les deux. La lettre continuait, mais ma vision était devenue floue de larmes. Je levai les yeux vers Sébastien, vis mon propre choc et horreur reflétés dans son visage. Je ne savais pas, dit-il d'une voix rauque. Je te le jure sur tout ce qui est sacré. Je n'ai jamais su qu'il prévoyait. Il se leva brusquement, se dirigea vers la fenêtre, ses mains serrées en poing. Si j'avais su, si elle me l'avait dit, j'aurais déchiré quiconque la menaçait, le conseil entier, si nécessaire. Mais elle n'avait pas confiance en vous pour la protéger, dis-je calmement, les mots suspendus entre nous comme une accusation. Elle avait plus confiance en elle-même. Alors elle s'est enfuie. Il tressaillit comme si je l'avais frappée. Oui, et j'ai passé 26 ans à croire qu'elle était morte, que je l'avais trahie, qu'une meute renégate avait pris tout ce qui comptait pour moi. Il se retourna, et dans ses yeux je vis des décennies de chagrin. J'ai cherché pendant des mois. J'ai envoyé des centaines de loups, suivi chaque piste, chaque rumeur. Nous avons trouvé sa robe déchirée et ensanglantée près de la rivière, trouvé des signes de lutte. Le conseil m'a dit d'accepter, de passer à autre chose, de prendre une autre âme sœur et de produire un héritier de la manière appropriée. Il fit une pause, sa voix se brisant. Mais je ne pouvais pas. Pourquoi, demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Le lien d'âme sœur, ce n'est pas quelque chose que les humains comprennent. Quand tu trouves la seule personne dont l'âme correspond à la tienne, la perdre, c'est comme perdre la moitié de toi-même. Ses yeux trouvèrent les miens, brûlants d'intensité. Je la sentais là-bas quelque part, vivante mais hors de portée, et je me suis accroché à ce sentiment même quand tout le monde me disait que j'étais fou. Je retournais à la lettre, me forçais à continuer à lire. Je vais disparaître, ma petite. Je vais leur faire croire que je suis morte. Et ensuite, je vais trouver un endroit loin des loups, loin de la politique, loin du danger qu'être l'héritière de Sébastien t'apporterait. Je vais t'élever humaine, en sécurité, ordinaire. Ton père est un homme bon sous la couronne et le devoir, mais il est aussi l'alpha suprême, lié par des lois plus anciennes que les nations, entouré de loups qui te verraient morte plutôt que de reconnaître une héritière mi-humaine. Je ne peux pas prendre ce risque. Je ne peux pas parier ta vie sur l'espoir que l'amour sera suffisant. Si quelque chose m'arrive, si tu te retrouves attiré vers le nord, souviens-toi de ceci. Tu es plus forte que tu ne le sais. Le sang de ton père coule dans tes veines, mais le mien aussi. Du sang humain. Obstiné et résilient et capable de survivre à n'importe quoi. Ne les laisse pas te faire honte de l'une ou l'autre moitié. Je t'aime, ma précieuse fille. Je suis désolé de ne pas être là pour te dire ces choses en personne, mais j'ai besoin que tu vives, même si cela signifie que je ne te verrai jamais grandi. La lettre était signée simplement mère, et en dessous se trouvait une fleur pressée, une autre fleur d'aconilou, violette et délicate et empoisonnée. Elle vous a protégé, dit Sébastien doucement, de la seule façon qu'elle connaissait. En s'effaçant, en devenant quelqu'un d'autre, en s'assurant que personne ne ferait jamais le lien entre Catherine Blackthorne, Luna des Territoires du Nord, et Catherine Ashford, guérisseuse de village au passé mystérieux. Et ça a marché, chuchotai-je. Pendant 26 ans, ça a marché, jusqu'à ce que je sois assez désespéré pour prendre du travail dans le seul endroit qu'elle m'avait averti de ne jamais aller. « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» demanda-t-il. « Si elle vous avait averti, parce que nous mourions de faim. » Les mots sortiront plus durement que je ne l'avais prévu. Parce qu'après la mort de David, sa famille m'a blâmé pour sa mort et nous a chassés.
Parce que les humains sans protection de meute ne sont rien dans les territoires frontaliers. Parce que l'hiver arrivait et qu'Emma tombait malade et que je n'avais pas d'autre choix. Je rencontrais ses yeux. J'aurais marché dans l'antre d'un dragon si cela signifiait nourrir ma fille. Votre petite fille. Quelque chose changea dans son expression. Du respect, peut-être, ou de la reconnaissance. Vous êtes plus comme Catherine que vous ne le savez. Elle avait cette même férocité protectrice, cette même volonté de sacrifier n'importe quoi pour ceux qu'elle aimait. Il retourna à sa chaise, se pencha en avant, avec ses coudes sur ses genoux. Parlez-moi d'Emma. Dites-moi tout. Alors je le fis. Je lui parlais de la grossesse, comment j'avais pleuré David tout en portant une nouvelle vie. De la naissance, comment elle avait été facile comparée aux histoires d'autres femmes, comment Emma était venue au monde avec un cri qui sonnait presque comme un hurlement. Des choses étranges que j'avais remarquées, la guérison trop rapide, la façon dont les animaux lui répondaient, les rêves qu'elle décrivait parfois de courir sur 4 pattes à travers des forêts qu'elle n'avait jamais vues. Et ce soir, demanda-t-il calmement, quand ses yeux ont changé, c'était la première fois, admis-je, du moins la première fois que je ne pouvais pas nier ce que je voyais. Il y a eu des moments avant, des lueurs. Je me disais que c'était des tours de lumière, mais ce soir, je déglutis avec difficulté. Ce soir, elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle a senti le danger venir. Comment est-ce possible si elle n'a jamais changé de forme, n'a jamais rien appris sur les liens de meute ou les sens de loup? Parce que le sang reconnaît le sang, dit Sébastien, parce qu'elle porte la lignée alpha, et cela signifie des instincts plus profonds que l'entraînement, plus anciens que l'enseignement. Cela signifie, il s'arrêta, son expression s'assombrissant. Cela signifie qu'elle sera en terrible danger une fois que le Conseil apprendra son existence. La peur me transperça. Alors nous partirons ce soir, nous disparaîtrons comme ma mère l'a fait. Non. Sa voix portait un tel commandement que je me figeais. Fuir n'a pas sauvé Catherine. Cela n'a fait que retarder l'inévitable. Et maintenant, il y a des témoins. Maya vous a vu quitter la galerie, vous a vu dans le couloir. D'autres auront remarqué ma convocation. D'ici demain matin, les rumeurs se répandront dans le château comme un feu de forêt. Le Conseil exigera des réponses. Alors que faisons-nous? Je serrai les accoudoirs de la chaise si fort que mes jointures étaient devenues blanches. Si nous ne pouvons pas fuir et que nous ne pouvons pas nous cacher, nous combattons. Il se pencha en avant, l'intensité brûlant dans ses yeux ambrés. Mais pas avec des griffes et des crocs, avec la vérité, avec la légitimité, avec la loi que le Conseil pense pouvoir tordre pour servir leur dessein. Il tendit la main lentement, me donnant le temps de me retirer, et prit ma main. Sa peau était chaude, sa prise douce mais indubitablement forte. Je vais te reconnaître, Aisla, publiquement, comme ma fille, mon héritière, le don de ma Luna perdue à la meute. Je vais rendre impossible pour quiconque de te toucher, toi ou Emma, sans me déclarer la guerre directement. Ils ne l'accepteront jamais, chuchotai-je. Une héritière humaine. Ils vous déchireront politiquement. Qu'ils essayent. Le loup brilla dans ses yeux, dangereux et protecteur. J'ai passé 26 ans à régner seul, à faire des compromis, à prendre des décisions basées sur ce que le Conseil pensait être le mieux pour la meute. Et où cela m'a-t-il mené? Un château froid. Pas d'âme sœur, pas d'enfant, pas d'avenir. Ils m'ont pris ce que là une fois. Je ne les laisserai pas me le reprendre. Il se leva, me tirant avec lui. Demain à midi, je convoque une assemblée de meute d'urgence. Chaque loup du territoire sera tenu d'y assister. Et devant eux tous, je vais vous présenter toi et Emma comme ma famille. Il cueillit mon visage avec une douceur surprenante, son pouce essuyant une larme que je n'avais pas réalisé être tombée. Je sais que tu as peur. Je sais que tu as toutes les raisons de ne pas me faire confiance, de ne faire confiance à rien de tout cela. Mais je te demande, je te supplie, de me donner la chance que ta mère n'a pas donnée, la chance de vous protéger toutes les deux de la façon dont j'aurais dû la protéger elle. Je voulais dire non. Chaque instinct de survie que ma mère avait foré en moi hurlait de refuser, d'attraper Emma et de disparaître dans la nuit. Mais en regardant dans les yeux de Sébastien, en voyant l'espoir désespéré là, l'amour pour une femme qu'il avait perdue et la fille qu'il n'avait jamais connue, je sentis ma résolution se fissurer.
Et sous cela, plus profonde encore, je sentis quelque chose d'autre, une attraction, comme une corde nouée autour de mon cœur, me connectant à cet homme, cet endroit, cette vérité impossible. Le sang appelle le sang, avait écrit ma mère. Peut-être avait-elle ressenti cela aussi, cette appartenance qu'elle avait tant essayé de nier. D'accord, chuchotai-je finalement. Nous resterons, nous les affronterons ensemble. Un sourire brisa son expression sévère, le premier vrai sourire que je lui avais vu. Merci, ma fille. Et dans ces mots simples, dans la façon dont il les prononça avec tant de révérence et de gratitude, quelque chose dans ma poitrine se réchauffa. Peut-être, juste peut-être, nous avions trouvé notre chemin vers la maison après tout. Chapitre 3. La révélation publique. La grande salle sentait la fumée de pain et la tension. Je me tenais derrière un lourd rideau avec Emma pressée contre mon flanc, sa petite main écrasant la mienne, tandis que nous écoutions l'assemblée se rassembler au-delà. Des centaines de loups remplissaient l'espace ancien, leur voix un grondement sourd de curiosité et de confusion, leurs odeurs se mélangeant en quelque chose de primordial qui faisait froncer mon nez humain et les yeux d'Emma clignoter ambre pendant juste une seconde avant de revenir au bleu-vert. Maman, mon ventre se sent bizarre, chuchota Emma, son autre main pressée contre son estomac. Elle s'était réveillée ce matin avec des questions auxquelles j'avais répondu aussi honnêtement que possible. Que le roi croyait être son grand-père, que nous avions du sang de loup, même si nous semblions humaines, qu'aujourd'hui tout changerait. Elle avait écouté avec ce sérieux troublant que les enfants ont parfois, puis avait demandé si cela signifiait qu'elle pouvait enfin caresser les grands loups qu'elle avait vus dans la forêt. L'innocence de cela avait failli me briser. Je sais, ma chérie, tu es juste nerveuse. C'est normal d'avoir peur. Je n'ai pas peur, dit-elle avec une certitude qui me rappelait de manière troublante Sébastien. Je suis excité. Nous allons être quelqu'un maintenant, non? Plus juste les gens de la cuisine. Avant que je puisse répondre, Sébastien apparut par une porte latérale, vêtu en régalia formel, qui le transforma de l'homme affligé avec qui j'avais parlé la nuit dernière en quelque chose de mythique. Cuir noir et emblème de loup en argent, une cape cérémonielle qui balayait le sol, et sur sa tête une couronne d'argent torsadée qui captait la lumière comme des rayons de lune capturés. Il avait l'air de chaque centimètre de l'alpha suprême. Mais quand ses yeux trouvèrent les miens, ils s'adoucirent avec quelque chose de douloureusement humain. « Prête ?» demanda-t-il calmement. « Non, je ne serai jamais prête, mais je hochai la tête quand même. » Il s'agenouilla devant Emma, se mettant à son niveau. « Bonjour, petite. Sais-tu qui je suis? » « Vous êtes le roi Étaï, dit Emma solennellement. « Et maman dit que vous pourriez être mon grand-père. L'êtes-vous? » Un sourire effleura ses traits sévères. « Je le suis. Et je suis très heureux de te rencontrer correctement, Emma. Ce que tu vas voir pourrait être déroutant, peut-être même effrayant. Beaucoup de gens vont te regarder fixement et certains pourraient dire des choses désagréables. Mais j'ai besoin que tu sois courageuse. Peux-tu faire cela? » « Je suis toujours courageuse, déclara Emma en gonflant sa petite poitrine. Maman dit que je le tiens de mon papa David. Il était soldat. Quelque chose vacilla dans l'expression de Sébastien. Du chagrin peut-être pour l'homme humain qui avait élevé sa petite fille sans savoir ce qu'elle était vraiment. Alors tu as deux pères dont être fier. David, qui t'a aimé dans la vie, et moi, qui te protégerai avec tout ce que j'ai. Il se leva, offrant sa main à Emma. Marche avec moi. Elle l'a pris sans hésitation, ses petits doigts disparaissant dans sa large paume. La confiance dans ce geste fit ma gorge se serrer. Sébastien nous conduisit à travers le rideau et sur la plateforme surélevée à l'avant de la grande salle. Au moment où nous apparûmes, le grondement de conversation mourut, comme si quelqu'un avait coupé tout son du monde. Des centaines de paires d'yeux se verrouillèrent sur nous. Ambre, or, vert, tous brillants de cette lumière de loup indubitable. Je me sentis exposé, vulnérable, comme une proie entrant dans un repère de prédateurs. Mais la main de Sébastien trouva mon épaule, stable et chaude, m'ancrant. « Mon peuple, commença-t-il, sa voix portant à travers la salle avec une autorité naturelle. Merci de vous être rassemblés avec un préavis si court. Ce que je suis sur le point de révéler choquera beaucoup d'entre vous, en mettra certains en colère et donnera de l'espoir à d'autres. Mais par-dessus tout, c'est la vérité.
Et la vérité est le fondement sur lequel nous devons construire notre avenir. Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Au premier rang, je pouvais voir les membres du conseil, 5 loups âgés en robe cramoisie, leurs visages des masques de neutralité soigneuse qui ne cachaient pas tout à fait leur malaise. 3 d'entre eux, avait dit Sébastien. 3 d'entre eux avaient comploté le meurtre de ma mère. Il y a 26 ans, j'ai perdu mon âme sœur, continua Sébastien, et une ondulation de surprise parcourut la foule. Il ne parlait jamais de Catherine publiquement. Tout le monde savait cela. Catherine Blackthorne était humaine, et cela faisait d'elle une cible pour ceux qui croyaient que les humains affaiblissaient les lignées de loups. Quand elle a disparu, on m'a dit qu'elle avait été tuée par des renégats. Je l'ai pleuré, je l'ai cherchée, et finalement, j'ai accepté qu'elle était partie. Sa main se resserra sur mon épaule. J'avais tort. Catherine n'a pas été tuée, elle s'est enfuie. A fui d'une menace si terrible qu'elle a senti ne pas avoir d'autre choix que de simuler sa propre mort et de disparaître. Et elle l'a fait alors qu'elle portait mon enfant. La salle éclata. Halètement, cris, déni. Le son s'écrasa sur nous comme une vague. Je tirai instinctivement Emma plus près, mais elle semblait fascinée plutôt qu'effrayée, ses yeux suivant la foule avec une attention inhabituelle. Silence! La voix de Sébastien porta un tel commandement que chaque loup dans la pièce s'arrêta immédiatement de parler, les têtes s'inclinant légèrement en soumission automatique à leur alpha. Voici Isla Ashford, fille de Catherine Blackthorne. Ma fille, mon héritière. Il plaça son autre main sur la tête d'Emma. Et voici Emma, ma petite fille. Toutes deux portent ma lignée. Toutes deux sont sous ma protection. Toutes deux seront respectées comme membres de la famille royale, ou vous me répondrez personnellement. Un des membres du conseil se leva, un loup ancien aux cheveux argentés et aux yeux froids. Le conseiller Graves avait dit Sébastien. Votre Majesté, avec tout le respect dû, ce sont des affirmations extraordinaires. Des affirmations qui requièrent des preuves extraordinaires. N'importe quelle humaine pourrait entrer ici avec une histoire convenable. Êtes-vous en train de me traiter de menteur, conseiller Greaves? La voix de Sébastien descendit à quelque chose de dangereux. Êtes-vous en train de suggérer que je ne reconnais pas le médaillon de ma propre âme sœur? Son écriture? La fille qui porte son visage? Il sortit les lettres de sa veste, les tenant en hauteur. J'ai les propres mots de Catherine, écrites de sa main, expliquant exactement pourquoi elle a fui et de qui. Graves pâlit. Sébastien le regarda fixement, puis balaya le conseil du regard. Vous et vos collègues conseillers avez eu 26 ans pour m'expliquer pourquoi mon âme sœur se sentait si menacée qu'elle a choisi l'exil plutôt que de rester avec moi. Pourquoi elle croyait que son enfant, notre enfant, serait plus en sécurité en grandissant dans la pauvreté et en se cachant que dans ce château sous ma protection. Ses yeux parcoururent le conseil et je vis 3 d'entre eux tressaillir. Peut-être est-ce maintenant le bon moment pour offrir cette explication. Le silence était assourdissant. Greaves se rassit lentement, son visage un masque de fureur à peine contrôlé. À côté de lui, une conseillère femme aux traits aigus, Vera, je pensais l'avoir entendu appeler, se pencha en avant. La fille peut être la fille de Catherine, dit-elle prudemment. Mais comment savons-nous qu'elle est la vôtre? Une femme humaine seule et désespérée aurait pu... Attention, Sébastien grogna, le son vibrant à travers la salle. Vous parlez de mon âme sœur et questionnez la légitimité de mon héritière. Les deux sont des chemins dangereux à emprunter. Je ne fais qu'énoncer ce que d'autres pensent, continua Vera, bien que sa voix vacilla légèrement. Pour la stabilité de la meute, nous devons être certains. Un simple test sanguin. Je me porte volontaire. La voix venait de la foule. Maya, la garde qui m'avait escorté la nuit dernière, s'avança en s'inclinant devant Sébastien. Votre Majesté, j'ai servi comme votre garde personnelle pendant 15 ans. Je connais votre odeur aussi bien que la mienne, et je jure sur mon honneur que l'enfant la porte. Faible, filtrée à travers du sang humain, mais indubitable. Elle est de votre lignée. D'autres commençant à se lever, à s'avancer. Je peux le confirmer, dit un jeune loup mâle. Mes sens sont parmi les plus aiguisés de la meute. La fille a du sang alpha. Moi aussi, ajouta une femelle âgée. Je me souviens de l'odeur de la Luna Catherine. La femme la porte mélangée à celle du roi.
Elles sont qui il dit qu'elles sont. Un par un, des loups se levèrent en soutien. Pas tous, mais assez pour que la marée commence à tourner. Je regardais avec stupéfaction alors que des étrangers se portaient garants pour nous, alors que la meute reconnaissait instinctivement ce que le conseil essayait de nier. Les yeux de Sébastien brillaient de satisfaction. La meute a parlé. Le sang reconnaît le sang, comme il l'a toujours fait. Aisla et Emma sont miennes. C'est le son nôtre. Et quiconque les menace me menace. Il fit une pause, laissant cela s'imprégner. À partir d'aujourd'hui, Isla détient le titre de princesse héritière. Emma sera formée à nos manières quand elle sera assez âgée pour les choisir. Jusque-là, elles vivront dans l'aile royale sous garde constante, avec chaque privilège et protection que ma position accorde. Votre Majesté, s'il vous plaît. Graves essaya à nouveau, se levant. Pensez au précédent que ceci établit. Une héritière humaine. Les autres meurtres verront cela comme une faiblesse, l'utiliseront pour contester votre autorité. Quels essais, dit Sébastien platement. J'ai tenu ce territoire pendant 40 ans par la force et de la sagesse. Toute meute qui veut me défier sur mon choix de protéger ma famille est la bienvenue pour le faire. Nous verrons comment cela se termine pour elle. Emma tira sur ma main. Quand je baissais les yeux, elle fixait Greaves avec une intensité qui semblait bien trop ancienne pour son petit visage. « Maman, chuchota-t-elle, celui-là sent mauvais, comme quand le lait tourne. » Mon sang se glaça. Autour de nous, plusieurs loups s'étaient raidis, les narines se dilatant comme s'ils avaient capté la même odeur. Les yeux de Sébastien se rétrécirent. « Emma, dit-il soigneusement, que sens-tu d'autre? » Ma fille pencha la tête, ses yeux perdant leur focus de cette façon, qui signifiait qu'elle traitait quelque chose au-delà des sens normaux. « La peur, dit-elle simplement, et elle fronça les sourcils. Maman, quel est le mot pour quand tu veux faire du mal à quelqu'un, mais que tu fais semblant de ne pas le vouloir? Malveillance, chuchotai-je. Ça. Emma pointa vers Greaves, puis vers deux autres membres du conseil, ceux que Sébastien avait identifiés comme conspirateurs. Ils sentent tous comme ça, comme le lait mauvais et vouloir nous faire du mal. La salle était devenue mortellement silencieuse. Chaque loup fixait maintenant les trois membres du conseil qui étaient assis figés sur leur siège. Et je réalisais ce qui venait de se passer. Une enfant de 6 ans sans formation, sans expérience, venait juste d'identifier des menaces en utilisant des capacités qu'elle ne devrait même pas avoir. Des capacités qui venaient du fait d'être la petite fille d'un alpha. Sébastien sourit, et ce n'était pas gentil. « De la bouche des enfants, dit-il doucement. Conseiller Graves, conseillère Vera, conseiller Thomas, je crois que nous devons avoir une conversation privée sur les événements d'il y a 26 ans. Le reste d'entre vous est renvoyé. Accueillez ma fille et ma petite-fille comme vous le feriez pour n'importe quel membre de la famille royale. » Les trois conseillers se levèrent comme tirés par des ficelles, leurs visages cendrés. Ils savaient, je réalisais. Ils savaient qu'ils avaient été pris, exposés par l'observation innocente d'un enfant, et il n'y avait aucun moyen de le nier sans empirer les choses. Alors que l'assemblée commençait à se disperser, des loups nous approchèrent. Certains curieux, certains respectueux, certains ouvertement chaleureux. Une femelle âgée toucha doucement les cheveux d'Emma. « Bienvenue à la maison, petite, dit-elle. Ta grand-mère serait si fière. » Emma lui fit un grand sourire, puis leva les yeux vers Sébastien. « Grand-père, je peux voir les loups dans la forêt maintenant, s'il vous plaît? » Il rit. Un son authentique de joie que je suspectais qu'il n'avait pas fait depuis des années. « Bientôt, petit loup. Très bientôt. » Mais alors que je regardais les trois conseillers être escortés dehors par des gardes, regardais la peur dans leurs yeux et la tension dans les épaules de Sébastien, je savais que la vraie bataille ne faisait que commencer. Nous avions été reconnus, nous avions été accueillis, mais nous venions aussi juste de déclarer la guerre aux gens mêmes qui avaient essayé de nous détruire une fois auparavant. Et cette fois, ils ne nous sous-estimeraient pas. L'aile royale sentait différemment des quartiers des domestiques, la serre d'abeilles et les vieux livres, le luxe que je n'avais jamais imaginé toucher, encore moins habité. Nos nouvelles pièces étaient plus grandes que l'espace entier que 30 femmes avaient partagé en bas, avec des fenêtres qui donnaient sur des montagnes peintes en or par le soleil de l'après-midi, et des meubles si fins que j'avais peur de m'asseoir dessus. Emma n'avait pas de telle réserve. Elle avait réclamé la plus petite chambre immédiatement, se délectant du lit à baldaquin
avec sa canopée vert forêt et du siège de fenêtre parfait pour observer les loups courir en contrebas. Maintenant, elle y était recroquevillée avec un livre que Sébastien lui avait donné, une histoire pour enfants sur un petit loup courageux qui avait sauvé sa meute. Tandis que je me tenais à ma propre fenêtre, regardant le soleil s'enfoncer vers l'horizon et essayant de traiter tout ce qui s'était passé. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'Assemblée. 3 jours d'apprentissage à naviguer dans un monde qu'on m'avait appris à craindre. De rencontres avec des membres de la meute qui allaient du véritablement accueillant au froidement suspicieux. De sommeil dans un lit si doux que je continuais à me réveiller désorienté. 3 jours de Sébastien me traitant avec une gentillesse prudente, comme si je pouvais m'enfuir à tout moment, ce qui, honnêtement, je considérais encore plusieurs fois par jour. Le conseil avait été étrangement silencieux. Trop silencieux. Un coup à la porte me fit me retourner. Maya entra sans attendre de permission. Quelque chose que j'apprenais à être normal pour la garde royale, qui prenait leur devoir protecteur assez au sérieux pour être à la limite de l'intrusif. Princesse Ipla, dit-elle, le titre sonnant toujours absurde à mes oreilles. Le roi demande votre présence dans la tour nord. Seul, mon estomac se serra. Qu'en est-il de ma... Je resterai avec elle, dit Maya, son expression s'adoucissant légèrement alors qu'elle jetait un coup d'œil à ma fille. Elle sera en sécurité. Vous avez ma parole. Je voulais refuser, voulais garder Emma dans ma vue à tout moment. Mais j'apprenais que faire partie de la famille royale signifiait faire confiance à la meute, signifiait d'accepter la protection plutôt que de tout affronter seul. Cela allait contre chaque instinct de survie que ma mère m'avait enseigné. Mais la méthode de ma mère s'était terminée avec elle mourant seule, ses secrets enterrés avec elle. « Je reviens bientôt, ma chérie », appelai-je à Emma. Elle leva les yeux de son livre et agita la main. « D'accord, maman. Maya, voulez-vous entendre parler du loup courageux ?» Alors que je partais, je pouvais entendre la voix animée de ma fille commençant l'histoire et les réponses étonnamment douces de Maya. Peut-être étions-nous vraiment en sécurité ici. Peut-être. La tour nord était accessible par un escalier en spirale étroit qui semblait grimper éternellement. Au moment où j'atteignais le sommet, mes poumons humains brûlaient et mes jambes me faisaient mal. Sébastien attendait dans une pièce circulaire bordée de fenêtres, des cartes étalées sur une table centrale. Il leva les yeux quand j'entrais, son expression grave. « Merci d'être venu. Je voulais parler en privé, loin des yeux qui regardent et des oreilles qui écoutent. » Il fit un geste vers les cartes. Ce sont les territoires qui entourent le nôtre. 5 meutes, chacune avec son propre alpha, ses propres ambitions. Les nouvelles de votre existence se sont déjà répandues. 3 ont envoyé des félicitations. 2 ont envoyé des préoccupations. Je m'approchais, étudiant les cartes. Quel genre de préoccupation? Le genre qui questionne si une héritière mi-humaine affaiblit ma position. Si cela nous rend vulnérables aux défis. Sa mâchoire se serra. L'Alpha Garrett des Crêtes de l'Est a été particulièrement vocal. Il a toujours convoité nos terres, toujours cherché une faiblesse à exploiter. Alors peut-être devriez-vous reconsidérer ceci, dis-je calmement. Emma et moi pouvons disparaître à nouveau. Nous y sommes habitués. Vous n'avez pas à sacrifier votre royaume pour... Ne fais pas ça. Le mot vint tranchant. Ne suggère jamais cela. Jamais. Il se déplaça autour de la table, ses yeux intenses. J'ai passé 26 ans à vivre une demi-vie, à faire des compromis, à mettre la meute avant tout le reste. Et qu'est-ce que cela m'a apporté? Un château froid, des conseillers qui complotent dans mon dos, et le fantôme d'une femme que j'ai échoué à protéger. Il prit mes mains, sa prise chaude et ferme. Toi et Emma n'êtes pas un sacrifice. Vous êtes la raison pour laquelle je me souviens pourquoi je suis devenu alpha en premier lieu. Pour protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Je ne suis pas sans défense, dis-je en me retirant légèrement. J'ai survécu aussi longtemps sans... Je sais que tu n'es pas sans défense. Sa voix s'adoucit. Ta mère a élevé une survivante. Mais il y a une différence entre survivre seul et prospérer avec du soutien. Laisse-moi te donner ce que je n'ai pas pu donner à elle. La sécurité, la famille, une chance de vivre sans constamment regarder par-dessus ton épaule. La vulnérabilité dans sa voix fit quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Cet alpha suprême puissant, craint par tant de gens, demandait la permission d'être mon père. Et malgré tout,
Le danger, la politique, l'impossibilité de tout cela. Je me retrouvais à vouloir dire oui. Le conseil, dis-je plutôt, les trois qui ont menacé ma mère. Qu'est-il arrivé à eux? L'expression de Sébastien s'assombrit. Ils sont confinés dans leur domaine, dépouillés de leur position de conseil en attente d'une enquête formelle. J'ai des loups qui passent en revue 26 ans de dossiers à la recherche de preuves de leur conspiration. Il fit une pause. Mais ils sont intelligents, Isla. Ils ont bien caché leurs traces. Et si vous ne pouvez pas le prouver, alors je m'occuperai d'eux d'une autre manière. La menace dans sa voix était indubitable. Ils ont menacé mon âme sœur, comploté contre mon enfant. La loi de la meute est claire sur de telles trahisons. Mais vous avez besoin de preuves, dis-je, comprenant. Vous devez suivre vos propres lois ou vous n'êtes pas mieux qu'eux. Il me regarda avec quelque chose comme de la fierté. Tu comprends de la politique mieux que la plupart des loups qui y sont nés. Je comprends de la survie, corrigeai-je, et parfois survivre signifie suivre les règles même quand tu ne le veux pas. Je me déplaçai vers une des fenêtres, regardant la forêt en contrebas. Ma mère disait que la vraie force n'était pas d'être la plus puissante, c'était de savoir quand se battre et quand trouver un autre chemin. Elle était sage. Sébastien me rejoignit à la fenêtre. J'aurais dû l'écouter davantage quand elle était ici. Elle essayait de me dire que le conseil était dangereux, que certains d'entre eux la voyaient comme une menace. Mais j'étais arrogant, tellement certain que je pouvais la protéger par la simple force de volonté. Sa voix devint amère. J'avais tort. Vous étiez amoureux, dis-je doucement. L'amour nous fait croire que nous sommes plus puissants que nous le sommes. Il me jeta un coup d'œil. Tu parles par expérience. David. Le nom faisait toujours mal, même après 6 ans. Il était doux, bon. Tout ce qui était bien dans un monde qui semblait déterminé à être cruel. Quand il est mort, j'ai pensé que j'allais mourir aussi. Mais ensuite Emma est née, et soudain je devais être assez forte pour nous deux. Je touchais le médaillon à ma gorge. Les mots de ma mère m'ont fait continuer. Surtracer des chemins avec la bonté. Surplanter des graines de compassion. David croyait en ces choses aussi. Il serait fier de toi, dit Sébastien, de la mère que tu es devenue, de la femme qui a marché dans le danger pour protéger son enfant. Le serait-il, me demandai-je, ou serait-il horrifié que sa fille ait du sang de loup, que tout ce qu'il pensait savoir sur nous était un mensonge? Il aimait Emma, n'est-ce que pas? Savoir qu'il l'aimait signifie qu'il aimait tout d'elle, même les parties qu'il ne comprenait pas. La main de Sébastien trouva mon épaule à nouveau, ce geste qui devenait familier. Tout comme j'apprends à aimer la fille que je n'ai jamais connue, sang humain, sang de loup, tout cela, si tu l'acceptes. Je regardais le tableau, cette famille que nous devenions, cet avenir qu'il promettait. Ma mère avait fait son choix par peur et amour, avait tout sacrifié pour me garder en sécurité. Mais elle m'avait aussi laissé ce médaillon. Ces lettres, des miettes de pain qui me mèneraient à la maison quand le temps serait venu. Peut-être était-ce ce qu'elle avait voulu depuis le début. Pas que nous nous cachions pour toujours, mais que nous revenions assez fortes pour tenir contre ceux qui l'avaient chassée. J'accepte, chuchotai-je, pas juste pour moi, mais pour Emma, pour la meute, pour la mère qui ne pouvait pas rester, mais n'a jamais cessé de nous aimer toutes les deux. Je rencontrai les yeux de Sébastien. Pour le père qui a passé 26 ans à pleurer ce qu'il avait perdu et n'a jamais abandonné l'espoir de nous retrouver. Il me tira dans une étreinte et je me laissais m'y enfoncer, me laissais sentir la sécurité de la meute, de la famille, de l'appartenance. À l'extérieur, des loups hurlèrent en célébration, leur voix s'élevant pour rencontrer les étoiles. Et dans mon esprit, je jure que j'entendis une autre voix les rejoindre. La voix de ma mère, finalement en paix, finalement capable de se reposer, sachant que sa fille et sa petite-fille avaient trouvé leur chemin vers la maison. Nous étions exactement où nous appartenions. Finalement, pour toujours, à la maison. Chapitre 4. L'attaque nocturne. Le hurlement déchira la nuit comme une lame, long, urgent, alarmant. Je me réveillais en sursaut, mon cœur tambourinant contre mes côtes, les sens en alerte maximale bien avant que mon esprit ne comprenne pleinement ce qui se passait. À côté de moi, Emma gémit dans son sommeil, se tournant sous ses couvertures brodées. Un deuxième hurlement suivit, puis un troisième. Différentes voix, différents tons,
tous portant la même urgence primitive. La porte de ma chambre s'ouvrit violemment. Maya se tenait là, ses yeux brillants d'or dans l'obscurité, une lame dégainée dans sa main. Princesse, restez ici, verrouillez la porte derrière moi. N'ouvrez pour personne sauf le roi ou moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Ma voix sortit plus calme que je ne le sentais, mes mains cherchant déjà le médaillon à mon cou comme un talisman. Des renégats ont franchi le périmètre est. Une douzaine au moins, peut-être plus. C'est coordonné. Les yeux de Maya se rétrécirent. Trop coordonnés pour être une simple incursion. Ils veulent quelque chose. Mon sang se glaça. Emma. C'est pourquoi je reste ici, dit Maya fermement, en entrant dans la pièce et en refermant la porte derrière elle. Le roi a doublé la garde sur cette aile. Personne ne franchira cette porte sans me passer dessus d'abord. Elle se positionna devant l'entrée, son corps une barrière vivante entre nous et quoi que ce soit qui pourrait venir. Dans la lumière de lune filtrant par les fenêtres, je pouvais voir la tension dans chaque ligne de son corps, la façon dont ses narines se dilataient, captant des odeurs que mon nez humain ne pourrait jamais détecter. Maman, la voix d'Emma, petite et ensommeillée, venait de sa chambre. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je me précipitai vers elle, la trouvant assise dans son lit, les cheveux emmêlés autour de son visage. Ses yeux, Dieu, ses yeux brillaient à nouveau, cette ambre impossible qui n'avait aucun droit d'être là. C'est juste les loups qui courent, ma chérie, mentis-je en l'attirant contre moi. Tout va bien, Maya est ici pour nous protéger. Non, maman. Emma secoua la tête, ses petites mains agrippant ma chemise de nuit. Ils ne courent pas pour s'amuser. Ils se battent et ses yeux se perdirent dans le vague, cette expression distante et trop ancienne qui me terrifiait chaque fois que je la voyais. Il y en a un à l'intérieur, maman. Un méchant. Il sent le fer et la colère et il vient par. Elle pointa vers le mur est. Par là, le couloir secret que personne n'utilise. Maya fut à nos côtés en un instant, sa main sur mon épaule. Quel couloir? Princesse Emma, c'est très important. Quel couloir? Le vieux, celui avec les toiles d'araignée, dit Emma avec cette certitude qui ne laissait aucune place au doute. Grand-père me l'a montré hier. Il a dit que c'était un passage secret de quand le château était plus petit. Il est derrière la grande tapisserie dans le couloir, celle avec les loups qui chassent le cerf. Le visage de Maya pâlit. Le passage des domestiques. Personne ne l'utilise depuis des années. Il n'est même pas gardé parce que... Elle s'interrompit brusquement, sortant un petit dispositif de sa ceinture et parlant dedans rapidement. Code rouge. Passage des domestiques et l'Est. Intrusion possible. J'ai besoin de renfort à ma position immédiatement. La réponse grésilla. En route. 2 minutes. 2 minutes, c'est trop long, murmura Maya, ses yeux scannant la pièce comme si elle calculait des angles d'attaque, des routes d'évasion. Si quelqu'un vient par ce passage, un bruit subtil, presque imperceptible, le grattement de pierre contre pierre, le murmure d'air déplacé. Cela venait de derrière le mur de ma chambre, du côté qui donnait sur le couloir où Emma avait dit que se trouvait la tapisserie. Maya me poussa derrière elle, son corps se transformant en bouclier vivant. Salle de bain, maintenant. Verrouillez-vous à l'intérieur. N'en sortez pas, peu importe ce que vous entendez. Mais vous, maintenant. Le commandement dans sa voix ne laissait aucune place à l'argument. J'attrapai Emma et courus vers la petite salle de bain attenante, claquant la porte derrière nous et tournant le verrou, juste au moment où j'entendais quelque chose de beaucoup plus fort dans la chambre principale, le fracas de bois qui se brise, le grognement d'un loup en colère, le son métallique d'armes qui s'entrechoquent. Emma enfouit son visage contre ma poitrine, ses petites mains couvrant ses oreilles. Mais elle ne pleurait pas. Elle tremblait, oui, mais ses yeux impossibles et brillants, restaient ouverts, alertes, prenant tout. Maya va gagner, chuchota-t-elle avec une confiance qui semblait venir d'ailleurs. Elle est forte. Et grand-père arrive. Je peux le sentir. Il est furieux, maman, tellement furieux que l'air sent le métal chaud. Je n'osais pas demander comment elle savait cela. Je me contentais de la tenir, d'écouter les sons terrifiants de l'autre côté de la porte. Grognements, claquements, le lourd impact de corps heurtant des meubles, et de prier à toutes les divinités auxquelles je pouvais penser que Maya survive. Puis,
Aussi soudainement que cela avait commencé, tout devint silencieux. Le silence était presque pire que le bruit. Maya, appelai-je doucement, ma voix tremblante. Maya, êtes-vous princesse? Sa voix vint, haletante mais vivante. Du Dieu merci vivante. C'est sûr, vous pouvez sortir. Je déverrouillai la porte avec des mains tremblantes, émergeant avec Emma dans ce qui était autrefois ma belle chambre. Maintenant, c'était un champ de bataille. Des meubles renversés, des rideaux arrachés, et au centre du sol, un homme, ou ce qui avait été un homme, gisant immobile dans une mare de sang qui s'élargissait. Maya se tenait au-dessus de lui, son uniforme déchiré, du sang, le sien et celui de l'intrus, coulant d'une douzaine de petites coupures. Dans sa main, elle tenait une lame argentée, la pointe encore dégoulinante de rouge. « Ne regardez pas, » dis-je à Emma, essayant de couvrir ses yeux, mais elle avait déjà vu. Et étrangement, elle ne semblait pas effrayée, juste triste. « Il portait du poison, » dit Maya, donnant un coup de pied à l'arme tombée de l'intrus. « Bande de loups, assez pour tuer un alpha. Plus qu'assez pour tuer un humain ou un enfant de mi-sang. » Elle leva les yeux vers moi, son expression féroce. « Ils ne vous voulaient pas vivante. Ils voulaient s'assurer qu'il n'y aurait aucune chance de survie. » Des pas lourds résonnèrent dans le couloir, puis Sébastien explosa dans la pièce, du sang maculant ses vêtements. Pas le sien propre, il m'assura rapidement d'un regard, et de l'épuisement gravé dans chaque ligne de son visage. Mais il y avait aussi de la satisfaction dans ses yeux. « Rapport, » aboya-t-il à Maya. « Un intrus, Majesté, a pénétré par le passage des domestiques, armé d'une lame empoisonnée, neutralisé. » Les yeux de Maya trouvèrent les miens brièvement. La princesse Emma a détecté sa présence avant qu'il ne puisse franchir la dernière porte, sans son avertissement. Sa voix s'éteignit, mais l'implication était claire. Sans Emma, nous serions mortes. Sébastien s'agenouilla devant ma fille, sa large main couvrant doucement sa tête. « Tu nous as sauvés ce soir, petit loup. Tu as senti le danger et tu as averti ceux qui pouvaient te protéger. C'est ce que font les vrais alphas. » « Je ne voulais pas que maman ait mal, » dit Emma d'une petite voix. « Ni Maya, elle sent bon, comme les biscuits de grand-mère Catherine et la sécurité. » Quelque chose traversa le visage de Maya. Surprise peut-être, ou émotion. Elle s'agenouilla à côté de Sébastien. « Et tu sens comme le courage et la loyauté, jeune princesse. Ce fut un honneur de me battre pour toi ce soir. » Sébastien se leva, son regard se déplaçant vers le corps au sol. « Faites-le emmener pour interrogatoire. Je veux savoir qui l'a envoyé, qui l'a payé, chaque détail de qui était impliqué dans cette attaque. » « Il ne parlera pas, Majesté, » dit Maya doucement. « Il est mort. Alors fouillez son corps, ses vêtements, tout ce qu'il portait. Les renégats ne sont pas assez intelligents pour organiser quelque chose comme ça seul. Quelqu'un les a engagés et je veux savoir qui. » Il se tourna vers moi et dans ses yeux je vis une rage froide qui fit mon sang se glacer. Non de peur pour moi, mais de peur pour quiconque s'était attiré cette fureur. « Vous ne pouvez pas rester ici cette nuit. Ces pièces sont compromises. Je vais vous installer dans mes propres quartiers jusqu'à ce que nous puissions sécuriser complètement cette aile. »« Vos quartiers? Mais où allez-vous? Je vais traquer chaque personne impliquée dans cette attaque, » dit-il calmement, mortellement. « Et je vais m'assurer qu'ils comprennent le prix de menacer ma famille. » Il fit signe à Maya. « Escortez-les. Double garde sur toutes les entrées. Personne n'entre ou ne sort sans mon autorisation directe. » « Attendez, » ma voix les arrêta tous les deux. L'attaque dehors, les renégats au périmètre. C'était une diversion, n'est-ce pas, pour attirer votre attention loin de nous pendant qu'il... Je hochai la tête vers le corps. Pendant qu'il se glissait à l'intérieur, l'expression de Sébastien s'assombrit. Oui, une tactique classique, et j'aurais dû la voir venir. Nous avons capturé 5 des renégats vivants. Le reste s'est enfui ou a été tué. Il fit une pause. Et ils ont parlé. Les renégats le font toujours face à la justice de meurtre. Ils ont été engagés, payés pour créer une distraction pendant que quelqu'un tentait d'atteindre l'aile royale. Mon cœur se serra dans ma poitrine. Par qui? Les enquêtes sont en cours, mais nous avons trouvé quelque chose dans les appartements du conseiller Greaves. Sébastien sortit un papier plié de sa poche. De la correspondance, des messages arrangeant l'attaque de ce soir, discutant du paiement
des routes à travers les passages secrets que seuls les anciens membres du Conseil connaîtraient. Il me regarda intensément. Il y aura un procès demain. Le Conseil, ce qu'il en reste, et la meute entière serviront de témoins et de jury. La loi de meute l'exige. Et s'ils sont reconnus coupables, demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Exil ou mort, leur choix, sa mâchoire se serra. Mais ils n'auront pas l'opportunité de menacer ma famille à nouveau. Cela, je peux le promettre. Emma émit un petit son et je baissai les yeux pour la trouver en train de fixer le sang sur le sol avec une expression trop grave pour son visage. « Grand-père, chuchota-t-elle, grand-mère Catherine dit que le poison peut devenir médecine, que les mauvaises choses peuvent devenir bonnes si nous les laissons nous apprendre au lieu de nous détruire. » Le silence tomba sur la pièce. Sébastien me regarda, ses yeux se remplissant d'une émotion brute. « Elle te parle? Dans tes rêves? » « Parfois, dit Emma simplement. Elle dit qu'elle est désolée de ne pas pouvoir rester, mais qu'elle est heureuse que nous ayons trouvé notre meute. Elle dit que vous l'avez toujours aimée, même quand elle ne pouvait pas rester. Et elle dit, les yeux d'Emma trouvèrent les miens, anciens et sages dans son jeune visage. Elle dit que maman est plus forte qu'elle ne l'était, que maman peut rester et se battre là où elle ne pouvait que fuir. Les larmes brouillèrent ma vision. Ma mère, parlant à travers les rêves de ma fille, me donnant sa bénédiction depuis l'au-delà, me disant que c'était bon de rester, de se battre, de réclamer la place qui nous avait été volée. Sébastien s'agenouilla à nouveau, cette fois devant nous deux, ses mains larges encadrant doucement les visages d'Emma et le mien. « Alors nous nous battons, dit-il d'une voix rauque. Demain, devant la meute entière, nous montrons à tous ceux qui voudraient nous diviser que nous sommes plus forts ensemble. Que la famille, le sang et le choix, l'humain et le loup, est la fondation sur laquelle les vraies meutes sont construites. » Il se leva, nous tirant debout avec lui. Et nous commençons ce soir en nous assurant que vous êtes toutes les deux en sécurité. Que vous dormez en paix, sachant que chaque loup dans ce château donnerait sa vie pour vous protéger. Alors que Maya nous escortait à travers des couloirs maintenant remplis de gardes, passant des loups en forme animale patrouillant chaque ombre, je sentis quelque chose changer en moi. La peur était toujours là. Elle le serait toujours, je pensais, jusqu'à ce que la menace soit complètement éliminée. Mais sous elle se trouvait quelque chose de nouveau, quelque chose de plus pur, la colère, non pas la rage impuissante de quelqu'un qui ne peut que fuir et se cacher, mais la fureur juste de quelqu'un qui avait trouvé quelque chose à défendre, quelqu'un qui ne courait plus jamais. Ils avaient essayé de tuer ma fille, avaient envoyé un assassin avec du poison et de l'acier froid dans la nuit. Et demain, devant la meute entière, je m'assurerai qu'ils paient pour cela. Ma mère avait choisi de fuir. Je choisissais de rester, et ensemble, Sébastien, Emma, moi, et tous les loups qui avaient juré leur loyauté à notre famille improbable, nous nous assurerions que plus jamais quelqu'un ne pourrait nous chasser. Les quartiers de Sébastien étaient vastes et étonnamment personnels, remplis de livres et de souvenirs d'une longue vie passée à diriger. Il nous installa dans sa propre chambre, insistant pour prendre les canapés de son bureau privé. Emma s'endormit presque immédiatement, épuisée par la peur et l'adrénaline, ses petites poings serrés dans le drap, comme si elle s'y accrochait pour la sécurité. Je m'allongeai à côté d'elle, la regardant respirer, comptant chaque inspiration comme une prière de gratitude. Nous avions survécu. 7 fois. Mais demain, nous ferions plus que survivre. Demain, nous nous battrions. Chapitre 5. Le procès de la vérité. L'aube se leva froide et claire sur les montagnes du Nord, peignant le ciel de rose et d'or qui semblait trop beau pour un jour qui changerait tout. Je me tenais à la fenêtre des quartiers de Sébastien, regardant la meute se rassembler dans la cour en contrebas, des centaines de loups convergeant vers la grande salle où la justice serait rendue. Emma dormait encore, recroquevillée dans le lit massif de Sébastien, avec une paix qui démentait les horreurs de la nuit passée. J'enviais cette résilience enfantine, cette capacité à dormir profondément, même après avoir vu la mort de si près. Vous n'avez pas dormi. La voix de Sébastien venait de l'embrasure de la porte. Il portait des vêtements formels à nouveau, noirs et argent, mais son visage montrait les mêmes signes d'épuisement que je ressentais. Ni l'un ni l'autre n'avions fermé l'œil, je réalisais. Je ne pouvais pas, admis-je. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais cette lame.
Je pensais à ce qui serait arrivé si Emma n'avait pas senti sa présence, si Maya avait été ne serait-ce qu'une seconde plus lente. Mais elle l'a senti, et Maya a gagné. Et vous êtes toutes les deux vivantes. Il s'approcha, se tenant à côté de moi à la fenêtre. C'est ce qui compte. Est-ce que c'est suffisant? Demandai-je doucement. Est-ce que gagner une fois suffit quand ils essaieront encore? Quand il y aura toujours quelqu'un qui nous voit comme une menace, une faiblesse, quelque chose à éliminer? Non, dit-il, et son honnêteté brutale me surprit. Ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi aujourd'hui il doit envoyer un message si fort, si clair, que personne n'osera jamais essayer à nouveau. Il se tourna vers moi, ses yeux ambrés intenses dans la lumière du matin. Le procès ne concerne pas seulement Greaves et ses conspirateurs. Il concerne l'établissement d'un précédent. Le fait de montrer à chaque loup dans ce territoire, dans chaque territoire voisin, que menacer ma famille signifie se déclarer ennemi de la couronne elle-même. Et si cela ne suffit pas, insistai-je, si certains décident que le risque en vaut la peine, alors ils découvriront pourquoi j'ai tenu ces terres pendant 40 ans. Sa voix devint acier. Pas par la diplomatie seule, Isla, mais par la force lorsque nécessaire, par la volonté de protéger ce qui est mien avec chaque once de pouvoir que je possède. Un mouvement du lit attira notre attention. Emma s'asseyait, ses cheveux dorés emmêlés autour de son visage, ses yeux, normaux à nouveau, Dieu merci, clignant dans la lumière du soleil. Grand-père, c'est aujourd'hui le jour où les méchants sont punis? La simplicité de sa compréhension, la façon dont elle réduisait toute la politique complexe et les manœuvres à cette vérité essentielle fit sourire Sébastien malgré la gravité de ce qui nous attendait. Oui, petit loup, aujourd'hui ceux qui ont essayé de faire du mal à toi et à ta maman répondront de leurs crimes devant la meute entière. Bien, dit Emma fermement, parce que grand-mère Catherine dit que les gens qui font du mal aux enfants et aux mamans ne méritent pas d'appartenir à une meute. Elle dit que les meutes sont censées protéger, pas blesser. Sébastien s'agenouilla devant elle, ses grandes mains encadrant doucement son petit visage. Ta grand-mère était sage, et elle serait si fière de toi, Emma, de ton courage la nuit dernière, de ta gentillesse ce matin. Tu es exactement ce dont cette meute a besoin. Il se leva, nous regardant toutes les deux avec quelque chose comme de la révérence. Vous êtes toutes les deux ce dont cette meute a besoin. Du courage tempéré par la compassion, de la force tempérée par la gentillesse. Les qualités que Catherine possédait, que j'ai passé 26 ans à essayer d'honorer seule. Il tendit les mains, une pour moi, une pour Emma. Mais je ne suis plus seul, et aujourd'hui, nous montrons à tous ce que signifie vraiment être une famille. Êtes-vous prête? Je pris sa main, sentant la chaleur et la force de sa prise. Emma prit l'autre, sa petite main disparaissant dans sa paume. Nous sommes prêtes, dis-je, et je fus surprise de découvrir que je le pensais vraiment. La grande salle était bondée au-delà de sa capacité, chaque espace disponible rempli de loups venus témoigner de la justice. L'air était épais de tension et d'anticipation, d'odeurs de centaines de corps, de cette énergie électrique qui précède les moments qui changent l'histoire. Les trois anciens membres du conseil se tenaient enchaînés au centre de la salle. Greaves, Vera et Thomas. Les chaînes d'argent brûlaient leur peau, les gardant faibles, incapables de se transformer. À côté d'eux se tenait le garde qui avait porté la lame empoisonnée, celui que Maya avait tué, remplacé maintenant par un autre, un jeune loup dont le visage montrait la honte et la terreur en part égale. Sébastien présidait depuis son trône, formel et terrifiant dans son autorité. Mais il avait insisté pour que je m'asseye à côté de lui, sur le trône qui était resté vide pendant 26 ans. Le trône de la Luna. Emma était assise sur mes genoux, sa présence un rappel vivant de ce que ces loups avaient essayé de détruire. « Amenez les preuves », ordonna Sébastien, sa voix portant à travers la salle maintenant silencieuse. Maya s'avança, portant une boîte contenant les documents saisis dans les appartements de Greaves. Un par un, elle les lut à haute voix. Lettres arrangeant l'attaque, paiements aux renégats, plans détaillés des passages secrets. Le témoignage du garde capturé sur ses ordres de tuer la femme humaine et son rejeton. Mais c'était la plus ancienne preuve qui scella leur sort. Un journal caché dans le domaine de Greaves, daté d'il y a 26 ans, détaillant le complot pour éliminer Catherine et son enfant à naître.
décrivant la simulation de sa mort, l'attaque arrangée près de la rivière, la façon dont ils avaient planté ses vêtements déchirés et ensanglantés pour que Sébastien les trouve. Nous avons fait ce qui était nécessaire, avait écrit Greaves dans son journal. Une Luna humaine affaiblit la meute, nous rend vulnérables au défi. Mieux qu'elle disparaisse maintenant, avant que son sang pollue la lignée alpha de façon permanente. Quand Maya finit de lire, le silence dans la salle était absolu. Chaque loup fixait les trois conspirateurs avec un mélange de choc, de dégoût et de rage. Sébastien se leva lentement, descendant les marches depuis son trône jusqu'à ce qu'il se tienne directement devant Greaves. « Vous avez eu 26 ans pour me dire la vérité, » dit-il calmement, mortellement. 26 ans pendant lesquels j'ai pleuré ma compagne, cherché son corps, cru que j'avais échoué à la protéger. Et tout ce temps, vous saviez, vous tous saviez qu'elle était vivante, terrifiée, s'enfuyant pour sa vie et celle de notre enfant. Greaves crècha à ses pieds. Nous avons fait ce qui était nécessaire pour la meute. Une héritière humaine nous aurait rendus faibles, vulnérables. Et maintenant, regardez. Vous avez composé cette erreur en reconnaissant non seulement une mi-sang, mais une enfant avec à peine du sang de loup. Vous nous avez condamnés par sentimentalité. Sentimentalité. La voix de Sébastien était un grondement bas qui fit trembler les murs. Vous appelez l'amour de la sentimentalité. Vous appelez la famille une faiblesse. Vous appelez ma fille, ma petite fille, le seul bon qui soit sorti de 26 ans de chagrin, une erreur. Il se pencha près, ses yeux brillants de fureur à peine contenue. Non, conseiller, l'erreur était de vous faire confiance, de croire que vous aviez les meilleurs intérêts de la meute à cœur quand tout ce que vous vouliez était le pouvoir. Il se redressa, se tournant pour faire face à l'Assemblée. Par la loi de la meute, les preuves sont claires, les aveux sont enregistrés. Je pourrais vous exécuter tous où vous vous tenez. Il fit une pause, laissant cela s'imprégner. Mais mon âme sœur, ma Catherine, croyait dans la miséricorde, même pour ceux qui ne la méritaient pas. Elle croyait que le choix le plus fort n'était pas toujours le plus violent. Sébastien fit un geste vers les gardes. « Je vous offre ceci, l'exil. Vous avez jusqu'au coucher du soleil pour être parti de mes territoires. Si l'un de vous est jamais revu ici, la sentence sera la mort. Pas de procès, pas de miséricorde, juste la justice. »« Vous êtes faible, » cracha Vera, se levant aussi loin que ses chaînes le permettaient. « Tout comme votre putain humaine vous a rendu faible. Cette meute mérite mieux que... » Elle ne finit jamais la phrase. Sébastien bougea plus vite que mes yeux humains ne pouvaient suivre, soudainement à quelques centimètres de son visage. Ses yeux brillants de cette lumière de loup sauvage. « Parlez d'elle à nouveau, dit-il doucement, dangereusement. Et l'exil devient exécution. Testez-moi. » Le courage de Vera échoua. Elle baissa les yeux en soumission et le combat sortit des trois conspirateurs. Ils furent emmenés enchaînés, à escorter jusqu'à la frontière et chassés pour toujours. Le garde, plus jeune et visiblement terrifié, reçut une sentence moindre, servitude à la meute pendant 10 ans, chacune de ses actions surveillée. Alors que la salle commençait à se vider, Maya s'approcha avec plusieurs autres loups que j'avais appris à reconnaître au cours des derniers jours. Finn, le jeune mâle qui avait attesté de notre lignée à l'Assemblée. Sage, une femelle âgée qui avait été l'amie de ma mère des années auparavant et avait pleuré en apprenant que la fille de Catherine était revenue. Et Marcus, le commandant en second de Sébastien, dont l'extérieur bourru cachait une âme étonnamment douce. « Princesse », dit Maya formellement, puis sourit. La meute planifie une célébration ce soir. Un accueil approprié pour la fille de notre Luna et l'héritière future. Il y aura de la nourriture, de la musique, des histoires. Emma l'adorerait. « Je peux, maman ?» demanda Emma avec excitation. « On peut aller à la fête des loups ?» Je regardais Sébastien, qui souriait avec une chaleur qui transformait tout son visage. « Dites oui, insista-t-il. Laissez-les célébrer. Laissez-les voir leur famille royale heureuse et ensemble. Cela fait trop longtemps que ces salles abritent de la joie. Alors je dis oui. Et cette nuit, je portais une robe qui avait appartenu à ma mère, trouvée préservée dans le stockage, bleue comme minuit avec une broderie argentée qui captait la lumière comme des étoiles. Emma portait une version plus petite, ses cheveux dorés couronnés de fleurs que les enfants de la meute avaient cueillies. La célébration se répandit de la grande salle dans les cours, avec des feux de joie éclairant la nuit et des loups sous forme humaine et animale se mêlant librement. Les enfants, humains et de sang de loup tous deux,
jouaient ensemble pendant que leurs parents partageaient nourriture et histoire. Emma fut passée de loup en loup, chacun la traitant avec révérence et affection, lui enseignant des mots dans l'ancien langage, lui montrant comment hurler correctement. Son rire résonna à travers la nuit, pur et joyeux, le son d'un enfant qui se sentait finalement assez en sécurité pour être simplement un enfant. Elle est heureuse, dit Sébastien, apparaissant à mes côtés avec 2 verres de quelque chose qui sentait le miel et le feu. Je n'ai pas entendu de rire comme ça dans ce château depuis avant que Catherine ne parte. J'acceptai le verre, sirotant prudemment. Le liquide était doux et réchauffant, se répandant à travers moi comme du courage. Merci, dis-je calmement, pour tout ceci, pour vous battre pour nous, pour donner à Emma une chance de savoir d'où elle vient. Merci, contra-t-il, pour me faire confiance, pour rester quand chaque instinct vous disait probablement de courir, pour me donner une seconde chance d'être le père que j'aurais dû être pour vous tout du long. Nous nous tenions dans un silence confortable, regardant Emma danser avec les autres enfants, ses mouvements imitant inconsciemment la grâce des jeunes loups autour d'elle. Elle grandirait ici, réalisai-je. Elle apprendrait à naviguer dans les 2 mondes, humain et loup, vulnérabilité et force, la sagesse compatissante de ma mère et la férocité protectrice de Sébastien. Elle serait extraordinaire. Isla. La voix de Sébastien me tira de mes pensées. Il y a quelque chose que je veux vous montrer. Viendrez-vous avec moi? Il me conduisit loin de la célébration, à travers des couloirs familiers, jusqu'à la galerie où tout cela avait commencé. Le portrait de ma mère pendait toujours là, mais il n'était plus seul. À côté se trouvait maintenant une autre peinture, nouvellement commandée, expliqua Sébastien, d'après un artiste qui avait travaillé à partir de ses descriptions et souvenirs. Elle montrait une famille. Un homme et une femme se tenant ensemble, sa main sur son épaule, sa main couvrant la sienne. Derrière eux, une forêt s'étendait sans fin. Et au premier plan, 2 petites figures, l'une aux cheveux dorés, l'autre légèrement plus grande, jouaient parmi des fleurs d'aconilou. Nous, soufflai-je, nous tous ensemble. Une famille, dit Sébastien doucement, celle que nous étions toujours censés être, juste 26 ans en retard. Il se tourna vers moi, son expression sérieuse. Je ne peux pas vous redonner les années perdues, l'enfance que vous auriez dû avoir, le père qui aurait dû être là. Mais je peux vous donner chaque jour à venir, chaque protection, chaque ressource, chaque once d'amour qu'il me reste à donner. Si vous l'acceptez. Je regardais la peinture, la famille que nous devenions, l'avenir qu'elle promettait. Ma mère avait fait son choix par peur et amour, avait tout sacrifié pour me garder en sécurité. Mais elle m'avait aussi laissé ce médaillon. Ces lettres, des miettes de pain qui me conduiraient à la maison quand le temps serait venu. Peut-être était-ce ce qu'elle avait voulu tout du long. Pas que nous nous cachions pour toujours, mais que nous revenions assez fortes pour tenir contre ceux qui l'avaient chassée. J'accepte, chuchotai-je, pas juste pour moi, mais pour Emma, pour la meute, pour la mère qui ne pouvait pas rester, mais ne nous a jamais cessé de nous aimer toutes les 2. Je rencontrai les yeux de Sébastien, sentant quelque chose se déplacer dans ma poitrine. Pas de l'amour romantique, mais quelque chose de plus profond encore. L'amour familial, l'appartenance, la maison. Pour le père qui a passé 26 ans à pleurer ce qu'il avait perdu et n'a jamais abandonné l'espoir de nous retrouver. Il me tira dans une étreinte et je me laissais fondre dedans, me laissais sentir la sécurité de la meute, de la famille, d'appartenir enfin quelque part. Dehors, des loups hurlèrent en célébration, leur voix s'élevant pour rencontrer les étoiles. Et dans mon esprit, je jure que j'entendis une autre voix les rejoindre. La voix de ma mère, finalement en paix, finalement capable de se reposer, sachant que sa fille et sa petite-fille avaient trouvé leur chemin vers la maison. La fleur d'aconilou avait servi son but. Le poison transformé en médecine. Le danger en sécurité. La perte en amour. Nous étions exactement où nous appartenions. Finalement, pour toujours, à la maison. Chapitre 6. Les racines retrouvées. Les semaines suivant le procès s'écoulèrent comme un rêve dont je craignais constamment de me réveiller. Chaque matin, j'ouvrais les yeux dans la chambre somptueuse de l'aile royale, convaincu pendant un instant désorienté que je me retrouverais sur ma couchette étroite dans les quartiers des domestiques
qu'Emma et moi serions toujours invisibles, insignifiantes, hommes en fuite. Mais non. La lumière du soleil entrait toujours par de hautes fenêtres donnant sur des montagnes majestueuses. Emma dormait toujours dans la pièce voisine, en sécurité derrière des portes gardées par des loups qui donneraient leur vie pour elle. Et Sébastien venait toujours prendre le petit déjeuner avec nous, ses traits sévères s'adoucissant chaque fois qu'Emma l'appelait grand-père, avec cette familiarité sans peur que seuls les enfants possèdent. Ce matin particulier, je me tenais dans ce qui était devenu mon refuge, un petit balcon privé surplombant les terrains d'entraînement où de jeunes loups perfectionnaient leurs compétences de combat. Le printemps avait commencé à toucher les montagnes, faisant fondre la neige en ruisseaux argentés qui chantaient leur chemin à travers les rochers, coaxant les premières fleurs sauvages courageuses hors de la terre gelée. Des fleurs d'aconie loup, réalisais-je avec un pincement au cœur, violettes et délicates, poussant dans les endroits les plus improbables, tout comme nous. Maman! Maman! Regarde! La voix d'Emma portait depuis la cour en contrebas. Je me penchai par-dessus le balcon pour la trouver au centre d'un cercle d'enfants de la meute, à la fois jeunes loups et quelques humains qui vivaient dans le château. Elle tenait ses bras tendus, et pendant un instant qui fit s'arrêter mon cœur, ses yeux brillèrent d'ambre. Puis, avec un éclat de rire, elle bondit en avant dans ce qui aurait dû être un saut d'enfant ordinaire, mais qui la porta 2 fois plus loin que possible, atterrissant avec une grâce qui n'appartenait pas à une fillette humaine de 6 ans. Les autres enfants applaudirent et crièrent des encouragements. Aucune peur, aucun jugement, juste une acceptation pure de ce qu'elle était en train de devenir. Elle devient plus forte. La voix de Sébastien venait de derrière moi. Il avait cette habitude déconcertante de se déplacer en silence malgré sa taille. Ses instincts de loup s'éveillent. Bientôt, elle aura besoin d'un entraînement approprié pour apprendre à les contrôler, à les canaliser. Elle n'a que 6 ans, dis-je, entendant la protestation dans ma propre voix, même si je savais qu'il avait raison. Elle devrait jouer à la poupée, pas apprendre à quoi? Se transformer? Chasser? Elle devrait apprendre à être qui elle est vraiment, corrigea Sébastien gentiment. Et qui elle est, c'est les deux, Aisla. Humaine et loup. Votre fille est la mienne. Nous ne pouvons pas nier une moitié sans lui faire du tort. Il se tint à côté de moi au balcon, regardant Emma courir avec les autres enfants. Mais nous ne la presserons pas non plus. L'entraînement commencera quand elle sera prête, quand son corps et son esprit seront assez mûrs pour gérer la transformation en toute sécurité. Jusque-là, nous la laissons simplement être une enfant qui arrive à sauter un peu plus haut que ses amis. Je le regardais. Cet alpha suprême puissant qui avait gouverné pendant des décennies, tenu des territoires par la force et la volonté, et qui maintenant parlait avec une telle douceur sur les besoins de ma fille. Comment faites-vous cela? Demandai-je doucement. Passer du roi terrifiant au grand-père indulgent si facilement? Ce n'est pas facile, admit-il. Pendant 26 ans, j'ai été seulement le roi. J'avais oublié comment être n'importe quoi d'autre. Mais vous deux, sa voix s'éteignit, et quand il parla à nouveau, elle était épaissie d'émotion. Vous me rappelez qu'il y avait un homme sous la couronne, un homme qui aimait assez profondément pour que cela le brise, qui voulait d'une famille, pas juste des héritiers, qui croyait que la force venait de protéger ce que vous aimiez, pas de ce que vous conquériez. Il se tourna vers moi et dans ses yeux je vis des décennies de solitude. Catherine voyait cet homme aussi. Elle refusait de me laisser devenir juste une couronne et un titre. Et maintenant sa fille me donne une seconde chance de me souvenir de qui je suis censé être. Avant que je puisse répondre, un hurlement, joyeux cette fois, pas alarmant, s'éleva de la cour. Emma et les autres enfants avaient changé leur jeu, courant maintenant dans ce qui ressemblait à un tag élaboré impliquant beaucoup de sauts acrobatiques et de rire. Elle a trouvé sa place ici, observa Sébastien. Plus vite que vous, je pense. Il n'avait pas tort. Emma s'était intégrée dans la vie de la meute avec la facilité sans peur de l'enfance. Elle ne questionnait pas pourquoi certains enfants pouvaient se transformer et elle, pas encore, n'avait pas peur des formes de loups qui patrouillèrent la nuit, acceptait simplement tout avec cette acceptation remarquable que seuls les très jeunes possèdent. Moi, je me débattais encore. Chaque repas formel me faisait me sentir comme une imposteur jouant à la robe de quelqu'un d'autre. Chaque rencontre du conseil,
maintenant avec de nouveaux membres qui me traitaient avec un respect prudent, me rappelaient que je n'avais pas grandi dans ce monde, ne comprenaient pas ses complexités. Je ne sais pas comment être une princesse héritière, admis-je. Je sais comment frotter des sols et raccommoder des vêtements et étirer un repas pour qu'il dure 3 jours. Mais ceci, je gesticulais vaguement vers le château derrière nous. Je ne sais pas comment appartenir à ceci. Alors, n'essayez pas d'appartenir à cela, dit Sébastien. Appartenez-vous simplement à vous-même. Soyez la femme que Catherine a élevée, compatissante, forte, refusant de laisser les circonstances définir sa valeur. Il posa sa main sur mon épaule, ce geste paternel devenu familier. La meute ne vous aime pas parce que vous êtes né dans la royauté. Ils vous aiment parce que vous êtes la fille de leur Luna perdue, parce que vous avez survécu à des épreuves qui auraient brisé des loups plus forts, parce que quand quelqu'un a menacé votre enfant, vous n'avez pas couru. Vous êtes resté et vous êtes battu. Je n'ai pas vraiment fait grand-chose de combat, dis-je avec un faible sourire. La plupart du temps, j'étais enfermé dans une salle de bain, pendant que Maya gérait l'assassin. Vous êtes resté, répéta Sébastien fermement. C'est le combat qui compte. Le choix de ne pas courir même quand chaque instinct hurle de le faire. C'est du courage, Aisla. Le vrai genre, pas la bravade sans peur que les jeunes guerriers confondent avec la force. Un serviteur apparut à l'entrée du balcon, s'inclinant profondément. Votre Majesté, princesse, le nouveau conseil est assemblé et sollicite votre présence. Il y a une question qui nécessite une contribution royale. Sébastien soupira. Le devoir appelle, viendrez-vous? Votre voix porte du poids maintenant, que vous le croyez ou non. Je voulais refuser, rester ici où le monde avait du sens. Mais je pensais à ma mère, à ses lettres, à comment elle avait écrit sur le fait d'être assez forte pour les deux moitiés de moi-même. J'irai, dis-je, mais d'abord, je veux dire au revoir à Emma. La chambre du conseil sentait le bois poli et le parchemin ancien. 5 nouveaux visages me regardaient depuis la table circulaire. Des loups que Sébastien avait soigneusement sélectionnés pour remplacer les traîtres. Plus jeunes, plus progressistes, mais toujours marqués par les rides de l'expérience et de la sagesse. Ah, princesse Ayla, dit une femelle avec des cheveux argentés tressés en un motif complexe. Merci de vous joindre à nous. Nous discutions d'une situation délicate. Elle fit un geste vers une carte étalée sur la table. L'Alpha Garrett des Crêtes de l'Est a demandé une audience. Il souhaite vérifier personnellement votre légitimité, comme il l'a formulé. Mon estomac se serra. Sébastien avait mentionné Garrett avant. L'Alpha qui questionnait si une héritière mi-humaine affaiblissait notre position. Laissez-le venir, dit Sébastien calmement. Laissez-le voir par lui-même que ma fille est exactement qui je dis qu'elle est. C'est peut-être un piège, avertit un mâle âgé avec une cicatrice traversant sa joue. Garrett est connu pour ses méthodes agressives. Il pourrait utiliser la visite comme prétexte pour évaluer nos défenses, chercher des faiblesses. Alors nous ne lui montrerons aucune faiblesse, dit Sébastien. Nous lui montrerons une meute unie, une famille royale forte, et si nécessaire, nous lui rappellerons pourquoi les Crêtes de l'Est n'ont jamais réussi à prendre ne serait-ce qu'un pouce de nos terres en 40 ans. Il regarda autour de la table. Quelqu'un s'oppose, des conseillers échangèrent des regards, puis secouèrent la tête l'un après l'autre. Alors c'est décidé. Envoyez mot que l'Alpha Garrett est bienvenu à visiter dans 2 semaines. Nous lui montrerons l'hospitalité appropriée et si je le rencontrais? La question sortit avant que je puisse l'arrêter. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Je veux dire, poursuivis-je, essayant de ne pas me dégonfler sous leur regard. S'ils doutent de ma légitimité, de ma force, alors peut-être devraient-ils entendre directement de moi. Voir que je ne suis pas juste une humaine faible, se cachant derrière la protection de Sébastien. Absolument pas, dit Sébastien fermement. Garrett est dangereux, imprévisible. Je ne vous exposerai pas à... Vous ne pouvez pas me protéger de tout pour toujours, interrompis-je, surprenant moi-même par la fermeté dans ma voix. Si je dois être la princesse héritière, je dois apprendre à me tenir debout, à affronter ceux qui questionnent mon droit d'être ici. Je me levai, posant mes mains à plat sur la table. Ma mère s'est enfuie parce qu'elle ne pensait pas pouvoir se battre. Elle a passé 26 ans à regarder par-dessus son épaule, à s'inquiéter qu'il nous trouve. Je ne vivrai pas comme ça.
Je ne laisserai pas Emma grandir dans cette peur. Le silence tomba sur la pièce. Puis, à ma grande surprise, la conseillère aux cheveux argentés sourit. Elle a le feu de sa mère, dit-elle. Catherine aussi refusait de se cacher. Rappelez-vous, elle marchait à travers le château avec sa tête haute, défiant quiconque de la traiter comme moins que ce qu'elle était simplement parce qu'elle était humaine. Et regardez où cela l'a mené, dit Sébastien amèrement. Forcé de fuir, de feindre sa mort, de vivre en exil. Non, dis-je doucement. Regardez où son courage m'a mené. Ici, à la maison, réclamant la place qui m'a été volée avant même de naître. Je rencontrai ses yeux. Vous avez dit que je devais être moi-même. Eh bien, moi-même refuse d'être une pion passive dans les jeux des autres. Si l'Alpha Garrett veut me tester, alors qu'il vienne. Qu'il voit qu'être mi-humaine ne me rend pas faible, cela me rend 2 fois plus forte parce que j'ai survécu dans les 2 mondes. Un lent sourire se répandit sur le visage de Sébastien. Fierté et inquiétude mêlées dans son expression. Vous êtes vraiment la fille de Catherine, dit-il. Très bien. Vous rencontrerez Garrett. Mais sous mes conditions, dans mon château, avec chaque garde que nous possédons prêt à intervenir au moindre signe de menace. Convenu, dis-je, bien que mes mains tremblaient légèrement sous la table. Qu'avais-je juste accepté? Cette nuit-là, après qu'Emma fut endormie, je me retrouvais retournant à la galerie. Le portrait de ma mère m'attirait, ce visage immortalisé dans la peinture qui ressemblait si étrangement au mien. Je ne sais pas si je peux faire ça, chuchotai-je à l'image. Affronter un alpha qui veut me voir échouer. Prouver que je mérite d'être ici quand la moitié du temps je ne le crois pas moi-même. Bien sûr, le portrait ne répondit pas. Mais dans ma tête, j'entendis les mots de ma mère de cette dernière lettre. Tu es plus forte que tu ne le sais. Ton sang paternel coule dans tes veines. Mais le mien aussi. Sang humain. Obstiné et résilient et capable de survivre à n'importe quoi. Maman a raison, tu sais. La voix me fit sursauter. Je me tournai pour trouver Emma debout dans l'embrasure de la porte, tenant son livre de loup préféré contre sa poitrine. Ma chérie, que fais-tu debout? Tu devrais dormir. Je ne pouvais pas, dit-elle, s'approchant pour glisser sa main dans la mienne. J'ai rêvé de grand-mère Catherine à nouveau. Elle m'a dit de venir te trouver, que tu avais besoin d'entendre quelque chose. Mon cœur se serra. Ces rêves d'Emma, ces visites de ma mère décédée depuis longtemps, m'avaient sauvé la vie, nous avaient guidés. Je ne les questionnerai plus jamais. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit de te dire que les fleurs d'aconit-loup poussent dans les endroits les plus durs, que le poison devienne médecine, et que tu as déjà survécu aux pires choses. Maintenant, tu dois juste apprendre à prospérer. Emma leva les yeux vers moi, ses yeux, parfaitement humains dans la lumière de la lune, pleins d'une sagesse qui me brisait le cœur. Elle a dit que tu es sa plus grande fierté, que tu es devenue la femme qu'elle espérait que tu serais, forte mais gentille, survivante mais compatissante. Et elle a dit, la voix d'Emma se brisa légèrement. Elle a dit qu'elle est désolée de ne pas avoir été assez courageuse pour rester, mais qu'elle est heureuse que tu le sois. Les larmes brouillèrent ma vision. Je m'agenouillai, tirant Emma dans une étreinte féroce. Dis à grand-mère que nous allons bien, que nous sommes à la maison, et que je comprends maintenant pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Emma hocha contre mon épaule, puis se recula, essuyant mes larmes avec ses petites mains. Elle sait, maman, elle a toujours su que tu comprendrais, et elle dit qu'elle veillera sur nous quand le méchant Alpha vient, qu'elle s'assurera que tu trouves les bons mots. Comment sais-tu pour l'Alpha Garrett? Je ne t'en ai pas parlé. Grand-mère me l'a dit Emma simplement. Elle dit qu'il n'est pas vraiment méchant, juste effrayé. Effrayé que le changement rende son monde trop différent. Et les gens effrayés ont besoin de gentillesse, pas de combat, de la bouche des enfants, ou de la sagesse de ma mère, canalisée à travers ma fille miraculeuse. Merci, ma chérie, chuchotai-je. Maintenant, retournons te mettre au lit. Tu as une grande journée demain. Je pense que grand-père voulait t'emmener voir les louveteaux qui sont nés la semaine dernière. Alors que nous marchions main dans la main vers nos quartiers, passant devant des gardes qui s'inclinaient respectueusement, je sentis quelque chose se déplacer dans ma poitrine. Le doute était toujours là. Il le serait probablement toujours. Mais sous lui se trouvait quelque chose de plus fort maintenant. La détermination. Je ne courrais plus jamais. Je ne me cacherai plus. J'étais la fille de Catherine Blackthorne et Sebastian Ravencroft.
J'avais survécu à la pauvreté, au veuvage, à l'exil. J'avais élevé une fille remarquable dans des circonstances impossibles. Et maintenant, je réclamerai mon héritage. Non avec force ou violence, mais avec la même obstination douce que ma mère m'avait enseignée. Là où il n'y a pas de chemin, trace en un avec la bonté. Là où il n'y a pas d'espoir, plante des graines de compassion. Et là où il y a la peur, la mienne, celle de Garrett, celle de quiconque doutait de notre place ici, j'apporterai compréhension. Parce que c'était ce que les Luna faisaient. Pas juste combattre, pas juste survivre, mais transformer le poison en médecine, les ténèbres en lumière, l'exil en retour à la maison. Et dans 2 semaines, quand l'Alpha Garrett traverserait ses portes, il ne trouverait pas une humaine faible se cachant derrière la puissance de son père. Il trouverait une princesse héritière qui avait gagné son titre non par naissance, mais par survie. Et peut-être, juste peut-être, il apprendrait ce que ma mère avait toujours su, que la vraie force n'appartient pas à celui qui ne tombe jamais, mais à celui qui se relève, encore et encore et encore, jusqu'à ce que finalement, on ne tombe plus, on s'élève.